Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci de vous être inscrits puis d'être à l'heure pour le début de ce webinaire. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps. On a un agenda plutôt chargé. Et puis, de toute façon, ce webinaire sera en replay. Donc, pour celles et ceux que vous connaissez qui vont arriver avec un petit peu de retard, voilà, ne leur dites-leur de prendre tout leur temps pour se connecter. Tout sera disponible en replay. Donc, un grand plaisir de vous accueillir toutes et tous pour ce webinaire organisé avec l'ensemble des collègues du comité Fièvre Q, donc René de Crémou de l'Institut d'élevage, Christophe Brard de la SNGTV, Éric Collin également, vétérinaire praticien comme Aurélien Joulier et Christelle Gage de GDS France. Et donc, ce webinaire est co-organisé avec l'inspection de l'enseignement agricole et notamment Madame Varigné, qui fera également partie de ce webinaire. Alors, ce webinaire, en fait, comme vous le voyez, c'est le webinaire numéro 5, puisque au sein de notre comité Fièvre Q, qui a été créé maintenant il y a plus de 5 ans, on a déjà organisé 4 webinaires. Un premier qui a été dédié plutôt vers le monde vétérinaire et les conseillers sanitaires sur la fièvre Q, on va dire, chez les bovins. On avait également eu un deuxième webinaire plutôt sur l'impact technico-économique, toujours à destination des techniciens, conseillers et vétérinaires. Un troisième webinaire qui nous a permis d'aborder, là, avec un public plus large, l'impact en santé humaine, avec des collègues médecins qui nous avaient parlé de cas humains et notamment du risque lié à la grossesse. Et puis un dernier webinaire qui a eu lieu en septembre, dédié aux petits ruminants, notamment piloté par notre collègue René de Crémou. Et donc, il nous a paru nécessaire, après avoir, on va dire, ciblé plutôt comme public les vétérinaires, les conseillers, de cibler les futurs éleveurs, en tout cas les futures personnes qui travailleront dans ce réseau de l'agriculture, de l'élevage, notamment au contact des ruminants. Et donc, c'est pour cela qu'on a pris la tâche maintenant, il y a plus d'un an, de Madame Varigné à l'inspection de l'enseignement agricole pour savoir s'il y aurait un intérêt justement d'organiser un webinaire dédié pour les lycées agricoles. On sait que c'est des thématiques, notamment les zoonoses, mais par exemple la fièvre Q que vous devez aborder aussi. Et donc, en fait, on s'est vu plusieurs fois pour élaborer le programme qui est sous vos yeux ici. Donc, en fait, on va essayer de tenir le timing en espérant ne pas le dépasser. Et donc, c'est moi qui vais avoir l'honneur de commencer pour essayer de faire une synthèse en une vingtaine de minutes des connaissances actuelles sur l'impact de la fièvre Q chez les ruminants, que ce soit au niveau clinique, technico-économique, et puis d'embrasser aussi quelques notions de diagnostic et de maîtrise. Et puis ensuite, on a trouvé extrêmement intéressant de partager le point de vue, les attitudes, les tâches, les actions au quotidien qui sont faites dans deux lycées qui sont vos collègues, donc le lycée de Saint-Afrique, qui va pouvoir nous partager finalement l'impact qu'a eu un épisode de fièvre Q au sein de son établissement. Et donc, pour ce faire, on aura Sané, Luc, Alain Hardy et Christine Buisson qui échangeront avec nous sur cet épisode. On participeront également des collègues du lycée de Mel dans les Deux-Sèvres, donc Émilie Bonneau-Wimer et Guillaume Pelletier, qui, eux, nous expliqueront comment, au quotidien, régulièrement, chaque année, ils insèrent ou ils se servent finalement de la fièvre Q dans leurs enseignements pour permettre on va dire, d'atteindre les objectifs de votre référentiel de compétences. Et puis Monique Varigné, donc inspectrice de l'enseignement agricole, se propose de terminer ce webinaire sur l'abord de la santé globale en général dans les établissements d'enseignement agricole, puisque autant que j'ai compris, votre référentiel là-dessus a bougé ces derniers temps, et pourquoi pas d'utiliser la fièvre Q comme un bon modèle d'application. Donc voilà, donc on va partir, on va dire, du plus détaillé sur la maladie, et puis d'élargir vraiment avec des exemples au quotidien dont vous pourriez les uns les autres dans vos lycées vous inspirer. Alors, moi, je me propose de commencer par la fièvre Q, on va dire, pas sa vie, son œuvre, mais essayer de dresser avec vous les grandes lignes sur cette maladie qui, comme vous le savez, est une zoonose. Et en fait, si vous tapez Coxiella burnetii, fièvre Q sur Internet, c'est le type d'image que vous pouvez trouver. Et je trouve que cette image-là, elle est assez parlante parce qu'elle résume bien beaucoup d'aspects dont on va parler aujourd'hui. La première chose, c'est ce que vous voyez, c'est les chèvres. En fait, quand on pense maladie chez l'homme, fièvre Q chez l'homme, effectivement, les petits ruminants et notamment les chèvres et les moutons sont particulièrement ciblés. Pour deux raisons, la chèvre est particulièrement sensible à cette maladie, bien plus que les moutons et les bovins. Et puis la particularité, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, de la gestion de la reproduction chez les petits ruminants, c'est que c'est très saisonné par rapport aux bovins où c'est plus étalé. Et donc forcément, si la bactérie arrive alors au bon moment pour elle, mais au bon moment pour les animaux, malheureusement, ça va aboutir à des avortements massifs et du coup à l'émission dans l'environnement des petits points blancs que vous voyez ici, qui sont des aérosols contaminés, qui contiennent la bactérie. Donc ça, c'est un autre point très important qui nous permet d'aborder ce dessin, c'est que c'est une maladie qu'on contracte en inhalant la bactérie. Ce n'est pas du tout en ingérant des produits à base de lait, etc. C'est vraiment en inhalant. Donc c'est vraiment par la voie respiratoire. La troisième chose qui est intéressante sur ce dessin, c'est de voir que les personnes particulièrement à risque sont bien évidemment, comme là sur le dessin, l'éleveur. On suppose que c'est l'éleveur.
Bien évidemment, c'est une maladie professionnelle qui concerne les éleveurs, mais aussi les vétérinaires, les inséminateurs, toutes les personnes qui travaillent au contact des ruminants. Et puis la dernière chose peut-être qu'on peut noter sur cette image, qui n'est pas inintéressante, c'est la maison derrière. Alors on peut faire l'hypothèse que c'est la maison de l'éleveur, ce qui ferait sens, mais c'est peut-être aussi dans des territoires urbains ou périurbains, aujourd'hui rurbains comme on dit, avec des personnes plutôt urbaines qui viennent vivre à la campagne. On est peut-être sur des gens qui n'ont aucune activité professionnelle avec les petits ruminants. Ça a notamment été l'exemple de l'épidémie massive aux Pays-Bas, qui a eu maintenant à peu près il y a presque 15 ans, de 2008-2009, qui a abouti à plus de 4000 hospitalisations. Donc c'est une zoonose, une maladie professionnelle, mais qui peut toucher des personnes qui n'ont pas forcément de contact. Et alors, comment est-ce que ça se traduit chez l'homme ? Eh bien, en fait, après une incubation de 15 jours, 3 semaines, la plupart du temps, c'est une maladie qui va passer, une infection qui va passer inaperçue. Elle est ce qu'on appelle asymptomatique, vous voyez, dans près de 2 tiers des cas. Et puis, lorsqu'elle est symptomatique, donc c'est la partie grise du schéma que vous avez à droite, dans 40% des cas, ça va se traduire par un syndrome grippal, un peu mal à la tête, un peu de fièvre, un peu de fatigue, quelques courbatures, vraiment comme un syndrome grippal, ce qui rend difficile son diagnostic parce que finalement, ça peut ressembler à du Covid, ça peut ressembler à de la grippe. Mais malheureusement, dans un certain nombre de cas, pour les gens qui font une forme symptomatique, vous voyez à peu près 4%, c'est des gens qui vont devoir faire l'objet d'une hospitalisation, principalement pour 2 types d'affections, soit des atteintes du foie, ce qu'on appelle des hépatites, soit des pneumopathies atypiques, des pneumonies notamment qui sont plutôt rebelles au traitement classique de première intention. Et généralement, ces cas-là nécessitent un suivi médical poussé, mais on va dire que la guérison est souvent bonne, mais nécessite des traitements antibiotiques parfois qui sont. Mais, et ça c'est un peu plus embêtant, dans un certain nombre de cas, environ 1 à 2% des infections, la maladie va devenir chronique ou latente, c'est-à-dire que la bactérie va un peu se cacher, échapper au système immunitaire, se balader, j'allais dire, dans l'organisme, et elle va pouvoir créer différentes affections. Alors par exemple, pour des gens qui auraient déjà des problèmes de cœur, déjà des valves qui auraient été changées, qui ont des prothèses valvulaires, eh bien, ça peut donner ce qu'on appelle des endocardites, donc des infections de ces valves, justement. On peut avoir également des syndromes de fatigue chronique, exactement comme on a dans les formes longues de Covid, avec des gens vraiment qui vont présenter des douleurs musculaires, des courbatures, une fatigue vraiment intense et très chronique. Et puis, on a également un impact sur la grossesse avec la possibilité d'avortement ou de fausse couche, donc, dans un nombre très restreint de cas, mais néanmoins. Pour plus de détails là-dessus, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site internet du comité Fièvre Q. On en reparlera plusieurs fois dans l'après-midi sur ce webinaire, mais vous pouvez d'ores et déjà retenir l'adresse comitéfièvreq.com, flasher le QR code si vous voulez. Vous pourrez y retrouver notamment dans la section webinaire le replay du webinaire qui avait été dédié à la santé humaine. Et puis, du coup, on parle de petits ruminants. Donc, je vous ai mis ici sur le tableau en France les derniers épisodes. Quand je parle d'épisodes de Fièvre Q, c'est vraiment avec plusieurs unités, voire dizaines, voire centaines de personnes malades, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de zones qui ont été touchées, des zones en Savoie, des zones dans le centre de la France, des zones également dans l'ouest de la France. Vous voyez dans le pictogramme sur l'espèce que dans la quasi-totalité des cas, on était sur des petits ruminants, pour la raison que je vous ai évoquée avant, notamment avec la sensibilité de ces animaux, notamment les chèvres, la concentration des reproductions. Et puis également la possibilité, dans des troupeaux ouverts au public, dans certains cas, je pense notamment au cas de Florac, des établissements ouverts avec des gens qui peuvent venir également de l'extérieur et qui vont finalement développer excusez-moi, la maladie plusieurs semaines après, ce qui peut rendre difficile des fois l'identification de la source de contamination. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est souvent les petits ruminants qui sont incriminés, mais pour autant, ce que je veux vous démontrer ici dans ce graphique, c'est les résultats d'une étude qu'on a réalisée récemment dans l'ouest de la France, en fait, là où moi je travaille, dans la Loire-Atlantique et puis proche aussi Bretagne-Finistère. Ce sont des zones où on a une infection par la fièvre Q qui est très très fréquente chez les bovins et où on a très peu de petits ruminants. Et donc on s'est dit, dans une zone où on a presque que des bovins et presque pas de petits ruminants, est-ce qu'on sera en mesure de trouver dans le sang des personnes? Donc on a fait des prises de sang à des vétérinaires, c'est la première barre, à des éleveurs de bovins, c'est la deuxième barre, et puis à la population générale. Donc on a été faire des échantillons parmi les donneurs de sang. Est-ce qu'on trouvait des anticorps qui démontraient qu'il y avait eu un contact? Sous l'hypothèse que dans une zone où il y a beaucoup de bovins infectés et peu de petits ruminants, si on trouve des anticorps, ça veut dire que les bovins ne sont sans doute pas à négliger dans la transmission de l'infection à l'homme. Eh bien, sans surprise, et c'est tout à fait conforme à ce qu'on trouve dans la littérature, on avait près de 90% des vétérinaires qui avaient déjà des anticorps, donc qui avaient été exposés à cette infection. C'est logique, ils sont appelés pour des vélages, des mises bas problématiques, des avortements.
Pour les éleveurs bovins, vous voyez que c'était un peu plus d'un éleveur sur deux, 56% exactement, qui présentaient des anticorps. Quand on s'intéresse à la population générale, et peut-être la quatrième barre, c'est-à-dire la population générale pour lesquelles on avait pu exclure le fait qu'ils avaient un contact professionnel avec les ruminants, vous voyez qu'on est presque à 11%. Donc, pour faire court, dans la population générale, sans contact avec des petits ruminants, on a près de 10% des gens qui présentent des anticorps. Donc, ça veut dire que les bovins peuvent également jouer un rôle. Alors, peut-être pas dans des épidémies avec des centaines et des centaines de personnes, mais néanmoins, au quotidien, il faut considérer l'ensemble des ruminants. Et pourquoi? Ça, c'est la dernière notion qui me semble importante avant de rentrer dans la maladie. Il y a une enquête de séroprévalence qui avait été faite en France au niveau national, pilotée notamment par Christelle Gache et GDS France, avec un grand nombre de départements qui avaient joué le jeu. Et donc, on avait échantillonné de façon aléatoire, on avait fait un tirage au sort d'élevage, à la fois ovins, bovins, caprins. Et à l'intérieur de ces troupeaux-là, on avait prélevé des animaux, on avait pris le sang, de façon à savoir si ces animaux ils avaient été en contact avec la bactérie, notamment à travers la présence de la détection d'anticorps. Ce que vous pouvez voir dans l'encadré vert de ce tableau-là, c'est ce qu'on appelle la séroprévalence intertroupeau. Donc, en d'autres termes, c'est le pourcentage d'élevage qui détenait au moins un bovin, un ovin ou un caprin porteur d'anticorps. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a vu au niveau national en 2017 que globalement, un troupeau bovin sur 3, 36%, détenait des individus porteurs d'anticorps. On est à peu près sur 1 sur 2 en chèvre, de l'ordre de 55%, et puis près de 2 troupeaux de chèvres sur 3, vous voyez, avec 61%. Donc, on va dire que de façon un peu pas caricaturale, mais grossière, on pourrait considérer qu'on a un élevage sur 3 en bovin, un élevage sur 2 en mouton, 2 élevages sur 3 en chèvre, en sachant que le 36% en bovin était le fait de 65% en troupeaux laitiers, plutôt de l'ordre de 15-20% en troupeaux allaitants. Et puis, à l'intérieur de ces troupeaux-là, dans les troupeaux positifs, combien d'animaux, donc c'est l'encadré rouge, avait-on porteurs d'anticorps à l'intérieur de ces troupeaux? Comme vous pouvez le voir, de l'ordre de 20 à 25%, donc 1 sur 5 à 1 sur 4 en bovin et en ovin. Et par rapport à ce que je vous disais aussi, la grande sensibilité des chèvres, en chèvre, dans les troupeaux qui sont infectés, on a plus facilement de l'ordre de 4 à 5 animaux sur 10, donc presque 1 sur 2, porteurs d'anticorps. Donc ça veut dire qu'au global, c'est une maladie qui est présente sur l'ensemble du territoire. Quand on regarde la littérature, les fréquences sont à peu près similaires dans tous les pays. Donc c'est vraiment une maladie qu'on appelle endémique, en zootique, qui est là, présente depuis très longtemps dans beaucoup d'élevages, avec une prévalence encore plus marquée chez les chiens. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit finalement, si c'est présent partout et qu'on ne la diagnostique pas toujours, peut-être que c'est sous-diagnostiqué. Alors, une façon de ne pas la sous-diagnostiquer, c'est bien évidemment déjà de la suspecter cliniquement. Alors, le signe vraiment cardinal auquel il faut penser, c'est l'avortement. Donc, ce que vous avez ici, c'est les résultats d'une enquête expérimentale qui a été faite il y a plusieurs années. Vous voyez, 27 chèvres qui avaient été non infectées, 12 chèvres qui avaient été infectées alors qu'elles n'avaient pas été vaccinées, et puis des chèvres, dernière colonne, qui avaient été vaccinées puis infectées. Donc, de ce tableau-là, on retire deux informations. D'une part, que les avortements, c'est vraiment le signe majeur lorsqu'on infecte des caprins. La colonne du milieu vous le démontre. On avait 75% des chèvres inoculées qui avaient avorté, tandis que parmi les vaccinés, il y en avait moins. Donc, deuxième information, le vaccin protège bien des avortements chez les caprins. On avait également une forte réduction de la production laitière sur les chèvres détectées excrétrices. Donc, on a des avortements vraiment massifs et c'est consistant. Et d'ailleurs, quand on regarde les données du dispositif OSCAR, donc je ne sais pas si c'est un dispositif qui vous est familier, mais OSCAR, c'est pour l'Observatoire du suivi et des causes d'avortement des ruminants. Donc, c'est un dispositif de standard de diagnostic d'avortement qui est présent sur l'ensemble de la France, dans aujourd'hui presque une trentaine de départements. Et chaque année, on a un rapport qui nous donne le classement, j'allais dire le podium, en d'autres termes, des agents pathogènes impliqués dans les avortements infectieux répétés chez les ruminants. Et comme vous le voyez, la fièvre Q est toujours sur le podium. Deuxième position chez les bovins, deuxième position chez les moutons, premier chez la chèvre. Ça, c'est les résultats du rapport 2024. Vous voyez, avec de l'ordre de 13% des avortements en bovins, 16% en ovins et près de 23% en caprins. Donc, lors d'avortement ou de mise prématuré, il faut bien évidemment penser à la Coxiella. Donc, il faut penser aux avortements. Le risque est multiplié par 2,5. On a également des données qui démontrent qu'on a un risque augmenté de métrite et d'endométrite, donc d'infection de l'utérus en postpartum, notamment de métrite rebelle au traitement classique. On a un risque également augmenté de non-délivrance. Donc, on a une différence vraiment marquée entre des vaches porteuses ou non d'anticorps, qu'elles aient d'ailleurs avorté ou une dystocie ou pas. On a également des données qui laissent penser que la fièvre Q pourrait avoir une importance dans ce qu'on appelle le syndrome du veau mou ou des veaux chétifs, pareil pour les agneaux d'ailleurs et les chevreaux, donc des animaux qui naîtraient extrêmement mous et puis qui finiraient par mourir dans les 24-48 heures.
Et puis la fertilité avec une diminution du taux de réussite à l'insémination artificielle, on le verra par la suite, ou du repeat breeding. Donc un impact finalement bien au-delà des avortements et principalement sur la sphère de reproduction. Et donc si on essaye de synthétiser ce qu'on sait aujourd'hui dans la littérature, sur les bovins, il y a peut-être un peu plus de données parce que la reproduction notamment est mieux pilotée, en tout cas mieux suivie, mieux référencée, hein, avec plus de données chez les bovins que chez les caprins et les ovins. Mais déjà, voilà, retenir que c'est une pathologie abortive, c'est sûr, mais en tout cas, dans certaines espèces, notamment les bovins, c'est peut-être uniquement le top de l'iceberg, hein. Il faut bien regarder l'ensemble des données de reproduction. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a un impact économique, bien évidemment. Alors, cet impact économique, il peut se mesurer, par exemple, en comparant les performances de reproduction d'individus qui seraient vaccinés ou non vaccinés au sein de troupeaux infectés. Donc là, je partage avec vous des données qui ont été obtenues en Espagne, dans des très grands troupeaux, où ils ont comparé l'intervalle vélage-fécondation, hein, entre des animaux témoins, donc on va dire infectés ou non, mais en tout cas présents dans un troupeau infecté non vacciné par rapport à des individus vaccinés en jaune. Et vous voyez, il y avait une différence de 14 jours, ce qu'on appelle de jours ouverts, donc de jours où la vache n'est pas gestante. Et il faut savoir que le coût, on va dire, on estime de jours supplémentaires est de l'ordre de 5 €, ce qui vous donne à peu près une idée d'un premier impact en tout cas. Une façon aussi de quantifier l'impact économique, c'est de mettre en face ce qu'on sait être l'impact économique des différentes maladies dont on a parlé avant. Les avortements, notamment quand ils sont très tardifs, selon le démarrage de la lactation ou pas, on estime chez les bovins, hein, qu'on est de l'ordre de 400 à 800 €. Pour les endométrites, ça va dépendre des cas. Si c'est une métrite vraiment juste après le vélage très grave avec une vache couchée, on peut monter à presque 500 € par cas. Si c'est des endométrites un peu plus chroniques, de l'ordre de 3 semaines, 1 mois après la mise bas, on est de l'ordre de 30 à 60 € par cas. Pour les non-délivrances, compte tenu des conséquences que ça a, notamment sur la production laitière, on avoisine également les 400 €, hein. Et pour la fertilité, comme je vous disais, chaque jour où la vache n'est pas gestante, c'est 5 € en plus par jour. Donc assez rapidement, quand on commence à multiplier les impacts, ça peut monter vite assez haut. Et pour ce qui est des petits ruminants, je reprends le tableau de tout à l'heure, et notamment pour les caprins, il est évident que si on a une flambée d'avortements, c'est très néfaste. En plus, on perd des capacités de renouvellement. Et puis, on a également un impact, hein, de l'ordre de 20% à peu près de réduction laitière, après ajustement de différents critères entre des chèvres non excrétrices et des chèvres qui excrètent beaucoup. Donc, en fait, même en l'absence de signes cliniques, le fait d'être infecté et fortement excréteur peut impacter la production des animaux. Alors du coup, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on diagnostique la maladie? Eh bien, pour diagnostiquer la maladie, là, je vous invite tous bien évidemment à contacter votre vétérinaire lors de vagues d'avortement. Il saura vous conseiller, vous accompagner. L'idée, c'est de combiner les analyses qui sont disponibles. Donc, en fait, de combiner à la fois la recherche directe de l'agent par PCR sur les produits d'avortement, du placenta, de l'écouvillon, le fœtus, et des méthodes dites ELISA, donc qui permettent notamment dans le sang, également dans le lait, mais là, c'est dans le sang, de détecter les anticorps. Et donc là, on vous conseille plutôt de prélever que des femelles qui ont eu des troubles de la reproduction, hein. C'est plus facile pour nous ensuite d'interpréter les résultats. Et puis peut-être un message important aussi, vous êtes peut-être parfois sollicité ou vous entendez sur les réseaux ici ou là de l'intérêt de détecter la bactérie dans le lait de tank. Alors pour monitorer l'infection dans votre troupeau, savoir si ça circule sans doute. Par contre, pour ce qui est des avortements, c'est vraiment pas la bonne matrice, hein, parce qu'au moment où les animaux avortent, ils n'excrètent pas dans le lait. Donc pour le diagnostic d'avortement, on oublie le lait de tank, on va vraiment chercher dans la brebis, dans la chèvre, dans la vache, où on prend du sang d'animaux à problème. Pour ce qui est des introductions, là, c'est un peu différent. On peut faire des tests effectivement à l'introduction, mais on ne sera jamais plus pertinent pour l'interpréter, ce test à l'introduction, qu'on dispose d'une donnée sur le statut de troupeau. Et donc, pour ce faire, on fera d'ailleurs peut-être des informations via nos newsletters dans les semaines à venir. On a aujourd'hui des dispositifs qui ont été faits dans le cadre de la plateforme ESA, d'épidémiosurveillance animale, pour déterminer le statut des troupeaux, hein. Et donc là, généralement, on va combiner des analyses sur le lait de tank, justement, soit détecter les anticorps, soit détecter la bactérie, hein. Mais en tout cas, c'est extrêmement important de sécuriser vos mouvements et d'essayer de disposer, notamment quand vous introduisez des animaux dans vos établissements, de connaître le statut du troupeau vendeur. Et puis, lorsqu'on a non pas des avortements, mais des problèmes de reproduction, et bien là, du coup, on fera, on va dire, une combinaison un peu entre les deux, c'est-à-dire essayer de détecter, hein, donc c'est le troisième item, de détecter si la bactérie circule activement ou pas, à l'aide d'une PCR lait de tank, et puis de réaliser des analyses dans le sang, avec un recontrôle éventuellement. Donc, du coup, c'est vraiment la combinaison d'analyses, hein, qui vous permet, donc, comme je vous le disais, le protocole Statel-Cox, dont vous entendrez bientôt parler, produit du coup par la plateforme ESA et le groupe Fièvre-Q, permet de dresser des recommandations pour disposer d'un statut troupeau en ovin, en caprin et en bovin, que ce soit laitier ou allaitant.
Alors, si on finit par la maîtrise, elle est intra- et intertroupeau. Intertroupeau pour éviter que l'infection ne se transmette d'un élevage à un autre et intra-troupeau pour limiter bien évidemment la diffusion. Et donc, ça se fait en combinant deux types de mesures. Des mesures d'abord qui vont viser à éviter que les animaux n'inhalent trop la bactérie, et vous également d'ailleurs, hein, pour éviter d'attraper cette maladie. Le moment où l'excrétion est maximale et à même d'ensemencer, j'allais dire, par des aérosols contaminés l'environnement, c'est vraiment la mise bas. Donc, ça veut dire détection des placentas, destruction des placentas, en tout cas les mettre dans un endroit hermétique, pourquoi pas dans un bac d'équarrissage, en tout cas dans des dispositifs qui évitent que ça génère trop d'aérosols dans l'air. Pour ce qui est des autres voies, que ce soit la voie orale, par l'éthique ou par la voie vénérienne, la voie orale, il faut retenir que ce n'est vraiment pas la voie qui va faire que les animaux vont se contaminer. Le veau se contaminera bien plus en fait en tétant un trayon sale avec des coccielles qu'il va inhaler de l'environnement ou tout simplement en respirant le placenta. Donc c'est vraiment par inhalation. Les tiques, effectivement, peuvent héberger Coxiella, mais c'est plus une façon pour la bactérie de survivre dans l'environnement plutôt que de contaminer les animaux. Et puis la voie vénérienne, on n'a pas d'études aujourd'hui chez les ruminants. Donc je dirais que s'il faut retenir une chose, c'est vraiment l'inhalation et la détection, destruction des placentas qui est importante. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on peut essayer d'évaluer quels sont les facteurs de risque ou les facteurs de protection. Donc, ce que vous voyez sur ce graphique-là, et puis ensuite on finira par la vaccination, c'est qu'est-ce qui va faire qu'un élevage peut être protégé de se contaminer au cours du temps ou au contraire avoir une augmentation du risque. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est la position des facteurs de risque que vous avez en bas par rapport à la ligne rouge, là, qui est la ligne du zéro. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on est dans une zone où il y a beaucoup de précipitations, eh bien, en fait, le risque pour un troupeau indemne de se contaminer, il est plus faible, tout simplement parce que la pluie vient mettre au sol les bactéries responsables de cocciellose. Par contre, vous voyez des barres qui dépassent largement, et pour certaines très, très largement, la barre rouge, enfin la ligne rouge du zéro, et là, ce sont des facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque? C'est le fait pour un troupeau de se retrouver dans une zone où il y a une forte densité animale, du vent, une zone très venteuse, et pas de barrière géographique, donc en gros des zones de plaine. Donc, autrement dit, si vous êtes dans une zone avec une forte densité animale, ce qui veut dire une forte probabilité d'être entouré de troupeaux positifs, on l'a vu auparavant, et qu'on est dans une zone venteuse sans barrière géographique pour empêcher la transmission de la bactérie, c'est presque inévitable, ou en tout cas très probable, qu'au cours du temps, il y ait une probabilité non négligeable pour un troupeau indemne de s'infecter. Et du coup, cette introduction, elle peut être par le vent, mais également par l'introduction, puisque sur ce graphique-là, vous avez les résultats d'une enquête assez récente qui a été menée en chèvre, qui vous démontre le pourcentage d'exploitations séropositives en rouge par rapport aux exploitations en général, d'individus, donc d'exploitations qui détiennent des chèvres séropositives, selon le fait qu'elles introduisent ou non des animaux. Et vous voyez que plus il y a d'introduction, plus il y a de risques, et d'autant plus qu'on introduit des femelles gravides. C'est logique parce qu'au moment où elles sont gravides, elles mettent bas ou elles avortent, mais si elles mettent bas, elles peuvent excréter aussi beaucoup de bactéries dans l'environnement. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder la partie basse du graphique, où vous regardez l'influence du nettoyage, de la désinfection des zones de mise bas, de la collecte des avortons, etc. Et vous voyez que pour les élevages qui n'ont pas d'avortement ou qui ont des avortements, mais qui exercent beaucoup de mesures de biosécurité, hein, c'est les deux schémas du milieu, et vous voyez que c'est ceux qui ont le moins d'exploitation séropositive. Les exploitations qui ont le plus d'animaux séropositifs sont ceux qui ont des avortements et pas de mesures de biosécurité. Donc, comment résumer ça? Ramassage et destruction des placentas, c'est vraiment crucial, aussi bien pour éviter la transmission dans l'élevage et entre l'élevage. Gérer les effluents, éviter la dissémination du fumier, notamment par temps pluvieux, parce que du coup, ça augmente la probabilité de transmettre à plusieurs kilomètres. Il y a des démonstrations de transmission à plus de 15-20 kilomètres. Et puis, la gestion des statuts sanitaires lors de regroupement, lors d'introduction, c'est très important. Si notamment vous avez des fusions de troupeaux, des agrandissements de cheptels qui sont prévus dans vos établissements, j'allais dire, c'est un peu comme un test marital, essayer de tester les deux troupeaux avant pour voir si on est dans une situation à risque ou pas. Nettoyage des infections des locaux, bien évidemment, gestion du transport, mais c'est vraiment focusé sur le fumier et le placenta. Et puis, du coup, je finirai par ça, les mesures de maîtrise médicale. Alors, vous avez un vaccin qui, en plus, présente l'avantage d'avoir une autorisation de mise sur le marché à la fois sur les ovins, les caprins et les bovins. C'est un des rares vaccins qui dispose d'AMM dans les 3 espèces. On a une très, très forte réduction du pourcentage d'avortement, ce que vous voyez sur le tableau ici, avec seulement 6% d'avortement contre 80% chez les non-vaccinés. Et puis, non seulement un effet sur les avortements, mais également sur l'excrétion, puisque ce que vous voyez à droite, c'est la comparaison de la durée et de l'intensité et du nombre de chèvres excrétrices au cours du temps, hein, dans les 3 premiers jours, puis jusqu'à 8 semaines après la mise bas, selon que les individus en bleu étaient non vaccinés ou en jaune vaccinés.
voyez que les individus vaccinés excrètent quasiment pas, alors que les autres animaux, eux, vont excréter pendant plusieurs semaines des quantités de bactéries très importantes. Donc, au final, quand vous regardez l'ensemble de la littérature, et ici, je vous ai mis par espèce ce qui est démontré dans la littérature à ce jour, on a une efficacité démontrée de la vaccination pour réduire la survenue d'avortements, pour améliorer la fertilité également chez les vaches, pour réduire l'excrétion et la réduire à la fois rapidement et durablement. Et ça, c'est des démonstrations qu'on a dans les 3 espèces de ruminants. Et puis, on a également des données assez robustes sur l'innocuité de ce vaccin. La seule précaution, c'est vraiment de bien faire des sous-cutanés et pas des intramusculaires. En intramusculaire, vous pouvez facilement avoir des abcès, mais en tout cas, en sous-cutané, ça marche très bien. Et puis, dernière chose, c'est la durée de la vaccination. La durée de la vaccination, une façon de faire, c'est de faire des modèles mathématiques pour savoir l'influence de la durée de la vaccination sur la reprise des avortements. Ce que vous avez sur ce graphique ici, c'est en années, jusque 10 ans. C'est facile de simuler sur un ordinateur. Le nombre d'avortements pour un troupeau de 70 vaches. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que quelqu'un qui ferait rien, c'est la ligne noire. Il aura toujours chaque année entre 4 et 5 avortements dus à Coxiella. Quelqu'un qui vaccinerait ses vaches et ses génisses va assez rapidement décroître le nombre d'avortements. Par contre, si vous êtes un élevage orange qui arrête la vaccination au bout de 3 ans, assez rapidement, vous retrouverez le seuil initial de ceux qui ne vaccinent pas. Donc là encore, en résumé, vacciner au moins pendant une période de 5 à 6 ans de façon à avoir un troupeau correctement vacciné depuis son jeune âge. Et puis la dernière question qu'on nous pose parfois, c'est quid des antibiotiques? Donc là, je pense que le schéma parle de lui-même. C'est des études qui ont été faites notamment en moutons, mais on a exactement la même chose en chèvre et en bovin. Ici, vous comparez en noir des animaux traités, notamment avec des tétracyclines, ou en pointillés qui n'ont pas d'antibiotiques, sur la présence de bactéries dans l'excrétion vaginale, dans l'excrétion dans le lait, l'excrétion dans les matières fécales, aucune différence. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à réaliser une métaphylaxie, donc traiter beaucoup d'animaux, notamment au tarissement, à l'aide d'antibiotiques, que ce soit pour prévenir les avortements ou l'excrétion, en termes de mesures médicales. Et en plus, ça correspond à un bon usage des antibiotiques, c'est vraiment la vaccination. Donc au final, et je finirai par ça, la première chose, c'est déjà de suspecter Coxiella. Donc l'avortement, il ne faut pas passer à côté, c'est vraiment un signe cardinal, mais pensez-y aussi en cas de troubles de reproduction, d'associer des mesures non médicales et médicales. Médicales, c'est la vaccination. Vous pouvez commencer d'ailleurs ça dès le plus jeune âge, de façon à faire le rappel annuel autour de la mise à la reproduction. Et puis en termes de mesures non médicales, d'être vraiment centré sur le placenta, et sur la désinfection et puis sur la gestion des épandages. Et puis du coup, j'ai bien conscience, ça fait peut-être beaucoup d'informations en peu de temps, mais en tout cas, pour vous inciter à visiter encore une fois notre site internet, comitéfièvreq.com, on a rédigé des fiches à destination des vétérinaires, mais également des éleveurs, sur comment suspecter la maladie, comment la diagnostiquer, comment la maîtriser, avec une fiche également spécifique pour les élevages ouverts au public. Donc, je vous invite vraiment à visiter ce site autant que de besoin et ne pas hésiter à nous contacter. Il y a une adresse pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions. Et puis ensuite, on pourra passer à la deuxième intervention de nos collègues du lycée de Saint-Afrique. Donc, je ne sais pas, Hortense, est-ce qu'on a quelques questions qu'on pourrait prendre dès maintenant? Oui, il y a une première question de Oui. Mégane Lefour. Est-ce que l'on a un ordre d'idée du pourcentage des déclarations des avortements en élevage? Oui, alors il y avait des études qui datent un petit peu maintenant, qui avaient été réalisées par Anne Bronner à l'époque, qui était à la DGL en thèse. Et donc, on estime qu'il y a à peu près, on va dire, seulement 5 à 10% des avortements qui sont déclarés en petits ruminants et de l'ordre de 25% en bovins. Donc, on estime qu'il y a une forte sous-déclaration. Alors, en fait, ça cache plusieurs choses. Ça cache le fait que quand on est dans une vague d'avortements et qu'on en a déjà déclaré un, on ne va pas forcément déclarer les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça dépend ce qu'on considère comme un avortement, parce que par exemple, chez les bovins, un avortement, si une vache a été diagnostiquée gestante et qu'elle revient en chaleur 2 mois après, c'est un avortement, mais si on ne voit pas l'avorton, on ne va pas le déclarer, d'où l'importance de regarder l'ensemble des performances de reproduction. Mais effectivement, aujourd'hui, un message, et je vous remercie de cette question qui est très bonne, vraiment sensibiliser à la détection des avortements, parce qu'on parle de fièvre Q, mais il y a également plein d'autres agents. Et donc aujourd'hui, on doit quand même faire face, c'est vrai, à une sous-déclaration, mais je pense que le protocole Oscar, le fait de standardiser les recherches, fait qu'on a quand même une amélioration. Mais il y a toujours de l'amélioration possible sur les taux de déclaration. Une autre question peut-être? Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, il y a Ok, juste un commentaire. Donc on pourra... d'accord. Et très bien. Du coup, on est pile poil dans les temps. Donc, du coup, j'invite maintenant San Luc, Alain Hardy et Christine Buisson du lycée de Saint-Afrique. Et puis, du coup, de m'indiquer quand est-ce qu'ils veulent que je passe les
les diapositives. Mais du coup, voilà, comme je vous disais, l'idée, c'était de partager leur expérience qui est précieuse sur la façon dont ils ont eu à s'organiser suite à un événement sanitaire qui était arrivé sur leur troupeau. Donc, je vous passe la parole et vous m'indiquez quand est-ce que vous voulez que je passe les diapositives. Je le ferai pour vous avec plaisir. Alors, je vais me permettre, Monique Marinier de l'inspection de l'enseignement agricole, je vais me permettre de lancer l'intervention des collègues de Saint-Afrique, que je remercie. Je les avais sollicités pour qu'ils puissent témoigner. Donc, ils vont témoigner à plusieurs voix et je vais lancer à chaque fois les témoignages correspondants. Et dans un premier temps, on va commencer par vous, Madame Lucas. Vous êtes l'actuelle directrice d'exploitation de Le Plève-Pas de Saint-Afrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'exploitation et puis aussi les formations qu'il y a dans votre établissement? Oui, donc bonjour. Donc sur l'image précédente, on voit l'exploitation un peu dans sa globalité et on voit en fait la proximité avec le lycée. Donc le lycée qui est sur la butte. Et en fait, on voit l'exploitation qui est en bas, là, juste de l'autre côté de la route, avec tous les bâtiments très proches. Et donc on est situé en Aveyron, à Saint-Afrique, dans le bassin de Roquefort. Et donc, l'exploitation, on a 4 ateliers de production avec un troupeau de brebis laitières. Voilà. Donc 580 brebis laitières de race Lacone, et donc on livre le lait pour l'AOP Roquefort principalement. On a un troupeau de brebis viande aussi, un troupeau de génisses au brac, donc une vingtaine de génisses à l'engraissement, et un atelier avec des chevaux, donc, qui est surtout utilisé pour la pédagogie. Donc on a 240 hectares au total, avec la moitié en bio. Et donc en fait, on est vraiment support pédagogique pour les élèves et les enseignants, et on a énormément de TP et d'élèves et de fréquentation par les élèves et les enseignants à la ferme, et grâce aussi à la proximité de l'exploitation et avec le lycée. Et donc, je laisserai Christine Buisson présenter les formations rapidement. Oui, donc rapidement, donc on a les formations scolaires avec des formations de la 3e au BTS, PA ou MEP maintenant. Donc, toutes les classes descendent de ANSTAV comme bac pro sur l'exploitation. On a ensuite une formation en CFPPA, là, donc avec des licences et des CS qui sont aussi présents pour les TP, et une formation en CFA où les élèves, donc les apprentis aussi, descendent pour des TP. Donc, en fait, c'est très, l'exploitation est très sollicitée pour les TP en ovin, en bovin et en équin. Vous pouvez passer peut-être les deux autres. Voilà, là, c'était par apprentissage et ensuite, donc, en formation continue adulte. Voilà. Alors, du coup, maintenant, c'est monsieur Hardy qui était le directeur d'exploitation à l'époque où vous avez eu un épisode de fièvre Q. Enfin, désormais, vous avez cessé vos fonctions. Madame Lucas vous a succédé il y a 1 an, je crois. Mais c'est vous qui pouvez nous relater la situation. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui s'est passé et comment vous avez géré la situation? Voilà, donc oui, donc Alain Hardy, effectivement, moi j'étais en poste à cette époque-là, et donc je vais témoigner en fait de ce qui nous est arrivé. Donc les événements se sont passés en 2018, alors c'est la diapo suivante. Donc, à l'origine de cette détection, on recherchait avec l'association vétérinaire l'AVEM qui nous suit ici, dont Olivier Patou est en ligne avec nous, là, on recherchait les causes d'infertilité des agnelles lors de l'agnelage 2018. Donc, on n'était pas sur une problématique d'avortement anormale, je dirais. Il y en avait quelques-uns, comme tous les ans, un fonds d'avortement assez léger, mais on avait un problème d'infertilité sur les agnelles. Les résultats n'étaient pas très bons et on cherchait un peu les causes. Donc, sur conseil vétérinaire, on avait l'habitude de stocker des écouvillons sur les animaux qui avortaient, et donc on stockait aussi éventuellement des avortons et qu'on congelait pour éventuellement les conserver pour analyse ultérieure. C'est ce qu'on a fait. Diapo suivante. Donc,
voilà, on relaie ici les différentes analyses qu'on a fait. Et effectivement, sur un échantillon en mélange de 5 brebis antennaises avortées en 2017, sur l'année d'avant, et donc des mises bas récentes de 2018, on avait aussi envoyé des écouvillons. On a eu donc des résultats en PCR fièvre Q positif, puisqu'on avait demandé une analyse à ce niveau-là. Sur 3 autres écouvillons, on avait des traces aussi, des PCR positives, mais inférieures au seuil de quantification. Et puis, on avait aussi, sur des liquides stomacaux, détecté aussi de l'ADN. On avait fait des recherches en chlamydiose et toxo qui avaient été négatives. Et on a considéré, avec ce niveau très élevé de PCR sur les 5 brebis et les mises bas récentes, qu'il y avait une situation de crise assez importante. Et l'AVEM, là, Olivier, qui est avec nous, là, nous avait conseillé de réagir assez vivement en prenant la chose très au sérieux. Diapo. Donc là, j'ai remis un petit peu, j'avais stocké ça dans mon ordinateur, là, ce qui s'était passé, puisqu'on avait enregistré un petit peu les événements au jour le jour. Hein. Donc le 13 mars, on a eu ces fameux retours d'analyse avec confirmation. Donc le jour même, avec l'association vétérinaire, on fait un point précis sur la situation, les décisions à prendre, et j'informe tout de suite le proviseur de notre positivité. Et ensuite, donc, une salariée qui était aussi formatrice au CFPPA, donc, qui était enceinte. Donc, là, dans ce cas-là, tous ceux qui étaient salariés sur l'exploitation s'est transformé avec du travail du bureau et elle a arrêté tous les TP dans les bergeries et sur l'exploitation. Voilà, alors, le lendemain, moi, je fais une note complémentaire d'information personnelle en reprenant un peu problème que nous avions et la conduite à tenir. Toujours le lendemain, on décide de fermer l'exploitation lors des journées portes ouvertes qui avaient lieu la semaine suivante. Et le lendemain, le 15 mars, on informe tous les profs techniques de notre décision qui était de poursuivre les activités dans un cadre contraint, plus de visites libres, avec un encadrement obligatoire des groupes, avec des enseignants qui sont formés au problème. En fait, du coup, on a arrêté les permanences d'exploitation où les élèves étaient présents la journée, voire 2 jours, et on a maintenu les TP avec ouverture de la bergerie un maximum. Et voilà, après, on avait donné les consignes. Alors, c'était surtout lié aux vêtements et aux chaussures de ne pas amener ces vêtements et ces chaussures chez eux sans les avoir lavés ou désinfectés. Et c'était aussi ne pas les amener sur les lieux de stage. Voilà, on prend aussi la décision ce même jour d'éviter de curer les bergeries suite aux éléments qu'on vient de voir dans l'exposé précédent pour éviter de multiplier les risques. Donc, on avait prévu de curer le lendemain, mais ça, on l'a reporté plusieurs jours plus tard. Ensuite, on a aussi eu des conséquences sur le fonctionnement de l'exploitation, puisqu'on a repoussé aussi un stage de formation qui devait avoir lieu avec des formateurs organisés par la MSA. Et puis, toujours, hein, on est toujours que 2 jours, 3 jours après les retours d'analyse, on achète donc une série de pays, de masques aux normes, etc., destinés aux apprenants et salariés. On informe et on met à disposition tout ce matériel. Le 16, j'informe aussi la laiterie de notre positivité. On aurait pu le faire plus tôt aussi, mais bon, on a été pris un peu par les événements. Et dès le 19 mars, donc là, c'était juste après le week-end, le 16, c'était vendredi, le 19, le lundi matin, classiquement, on a une réunion d'exploit avec les collègues techniques, l'organisation des TP de la semaine. Et donc là, on reprend toutes les consignes en réunion d'exploit avec les mesures sanitaires à mettre en œuvre. Là aussi, c'était au choix des enseignants de continuer à descendre les élèves ou pas. En fait, 100% des enseignants ont continué les TP et je pense qu'on a eu raison puisqu'on n'a eu aucune contamination. Bien sûr,
sur le CFPPA, on a prévenu, mais bon, on verra un peu plus tard les consignes qui avaient été données aux élèves pour, dans le cas où il y aurait eu des femmes enceintes dans le groupe du CFPPA. Voilà la dia. Donc là, ça reprend un petit peu les événements suivants. Le 18, donc là, c'était le dimanche, la laiterie nous informe qu'elle ne veut plus nous collecter sur le lait cru. Donc, ça a des conséquences sur notre fonctionnement, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Dès le 23, donc la semaine suivante, on s'arrange avec notre association vétérinaire pour obtenir très rapidement des vaccins, de façon à envisager une vaccination rapide. Même si on a affaire à une infection, on veut protéger les bêtes qui ne sont pas contaminées. Et puis, pour l'instant, on n'a que des échantillons sur quelques animaux, hein, et en plus des analyses en mélange. Donc, on considère quand même que la contamination n'est pas générale sur tout le troupeau. Hein. Le 29, on a un retour d'un second échantillon de confirmation de lait que nous avions envoyé avec une PCR négative. Ça confirme un peu ce qu'on a vu aussi dans le diaporama précédent, où effectivement notre lait s'est avéré négatif. Il n'y a pas eu de contamination du lait. Et je rappelle qu'il a été, par mesure de précaution, détourné du ramassage. Et puis le 9 avril, on réalise des prises de sang sur les 7000, pardon, on n'a pas changé ça, c'est l'année de naissance des agnelles de 2017, donc pour pouvoir avoir un statut de la contamination de notre troupeau, en particulier sur les jeunes, qui se sont avérées toutes négatives en fièvre Q au niveau sérologique. Le 13 avril, donc un mois plus tard, hein, la société nous reprend la tournée de lait cru. On fait le rappel le 13 avril aussi, et on est à nouveau, positif en fièvre Q sur des sérologies, mais comme on avait vacciné, c'est tout à fait normal. Voilà. La dernière chose, c'est qu'on a pris contact grâce à l'APMC, à notre association vétérinaire qui avait des contacts privilégiés, de mettre en place une visite ambulatoire de l'École nationale vétérinaire de Toulouse avec des étudiants vétérinaires et un enseignant spécialiste de cette maladie, dont l'objectif c'était de reprendre un peu les actions qu'on avait eues sur conseil de notre véto et de s'en servir pour le critiquer objectivement, de voir si on avait fait le nécessaire, et puis de former aussi les élèves vétérinaires à une situation de crise dans le cadre d'un établissement agricole. Diapo. Juste, j'ai remis 2-3 petits éléments là. Au niveau de cette zoonose, on n'a pas eu de cas identifiés, comme le disait Christine, pendant cette période, mais on a eu un salarié de l'exploitation qui a contracté la maladie peu après. En fait, c'est en recherchant, suite à une prise de sang, les causes d'une fatigue excessive, qu'ils se sont aperçus que ce salarié avait des traces d'anticorps de fièvre Q, et on pense qu'il a été contaminé, peut-être, on n'est pas sûr, hein, par nos animaux. Quand même, un petit mot sur les conséquences financières. Hein, donc, on a été obligé de vacciner en urgence. C'est un vaccin qui est assez cher, hein, 2 doses sur tout le troupeau, puisque les animaux n'étaient pas vaccinés, donc il a fallu faire un rappel 3 semaines après, comme je l'ai dit, donc on a eu pour 4 600 €, et puis environ 500 € de labo, parce qu'on a envoyé beaucoup d'échantillons, hein, de contrôle, de lait, etc. Donc, on a eu une tentative de prise en compte par la Fédération des organismes de défense sanitaire de l'Aveyron qui n'a pas pu nous aider. Par contre, la région nous a aidés. On a mis en avant tout ce qu'on avait fait, justement. C'était d'où l'intérêt de noter un peu nos actions pour essayer de continuer à avoir une activité pédagogique, mais en prenant en compte les risques. Et donc, la région nous a aidés à financer ces mesures d'urgence. Et puis, l'ambulatoire de l'école vétérinaire a confirmé la stratégie adoptée, les consignes, la décision de vacciner les agnelles tous les ans,
Alors, comme conséquence, cette décision de vacciner les agnelles tous les ans, ça masque effectivement une circulation épidémiologique, mais ça protège quand même le troupeau et ça permet d'éviter les contaminations. Voilà pour faire un résumé assez rapide de la situation. Donc, Christine, là, on voit les élèves en situation dans la bergerie. Donc, il y a même sur cette photo-là un peu de brouillard et on voit que les éléments aérosols peuvent circuler. On est dans des situations effectivement où la contamination vis-à-vis d'une zoonose est à prendre en charge. Juste là, par rapport au TP qu'on a maintenu, donc il n'y avait pas eu encore le Covid, donc c'est vrai qu'on était moins sur le port de masque. C'est vrai qu'on a laissé le choix aux élèves, ils l'avaient à disposition. Bon, après, pour les agnelages, donc là, on les voit préparer les cases. Pour les agnelages, de toute façon, le port des gants, il est obligatoire, autant pour les fouilles que pour ramasser les placentas. Le ramassage des placentas, il est fait systématiquement, ou dans les cases ou dans les lots. Donc ça, je crois que, comme disait M. Gatteau, ça fait partie quand même des choses qui sont essentielles. Et ensuite, sur les TP, il n'y a rien eu de particulier. Et en fait, c'était déjà le mois de mars, après une période de stage. Puis très rapidement, ils ont eu le grand stage. Donc en fait, les élèves ont été peu en TP. Ça a duré un mois en gros, la période de TP. Voilà. Et on était sur un temps un peu plus clément où c'est vrai qu'on ouvrait la bergerie de façon importante. Voilà, et si on pouvait, on a un parc de tri extérieur et beaucoup de TP se sont faits à l'extérieur et plus dans la bergerie pour essayer là aussi de limiter. Mais en fait, tous les élèves connaissaient le problème. On a été transparent et ça, je pense que c'est essentiel d'être transparent avec les élèves et les étudiants pour éviter justement les mouvements de, je ne sais pas si on peut dire panique, mais en tout cas pour être sûr que on n'ait pas des retours négatifs et qu'ils ne se montent pas un petit peu la tête sur la maladie. Et donc, celle d'après, c'est le document, la diapo d'après, s'il vous plaît, voilà. C'est le document qu'ont reçu tous les élèves qui a été diffusé aux enseignants, aux formateurs, aux élèves, et on a discuté avec eux de la FIAOQ, des risques et voilà, des conséquences que ça pouvait avoir sur un troupeau. Là aussi, c'est important d'être, voilà, de parler avec eux quand on a une crise comme ça. Alors, normalement, voilà. Monsieur Patou, votre vétérinaire sanitaire est avec nous. Je ne le vois pas, je ne le connais pas. C'est moi, oui. Bonjour. Alors, Monsieur Patou, donc vous êtes le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, et c'est une exploitation qui est quand même très singulière, hein, parce que, enfin, nous, dans l'enseignement agricole, là, ce sont en particulier les exploitations dans lesquelles on travaille au quotidien, mais elle est singulière vu qu'elle reçoit beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de monde qui y passe. Est-ce que vous auriez, par rapport à ce que les collègues ont échangé, des éléments complémentaires à ajouter et puis d'autres conseils à formuler, et pas au regard d'une exploitation classique, mais au regard d'une exploitation qui fait partie d'un établissement de l'enseignement agricole où il y a beaucoup de monde qui passe? Oui, bonjour à tous. Oui, je crois que l'essentiel a été dit entre l'intervention de M. Gatteau et de ce qu'a rappelé Alain. Après, je crois que la chose importante pour nous, c'était, compte tenu du contexte, de bien préciser que c'était une zoonose. Et nous, la préoccupation dès le départ, c'était effectivement qu'on n'ait pas de malades, notamment chez les jeunes et notamment chez les jeunes filles ou les jeunes femmes qui auraient pu être enceintes à ce moment-là. Et donc, de façon un peu synthétique ou complémentaire ou en conclusion, on a surtout axé notre prévention sur deux axes majeurs qui étaient en fait la gestion des effluents, comme a dit Alain tout à l'heure, de décaler le curage et surtout au moment des épandages, un peu plus tard dans la saison et à l'automne, de ne pas les épandre sur le siège même de l'exploitation ou sur les fermes, mais sur d'autres sites qui étaient un peu plus éloignés, ou en tout cas de pouvoir les enfouir s'ils devaient être utilisés, notamment je pense à la parcelle de maïs qui était juste à côté.
Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est sur quoi on a insisté beaucoup, c'est effectivement de mettre en place rapidement la prévention médicale avec la vaccination par le vaccin, très rapidement sur les agnelles et sur les brebis. Et puis, un rappel sur tout le monde de l'année suivante et un maintien de la vaccination des agnelles j'ai vérifié là pour préparer, jusqu'en 2023, il me semble. Enfin, Alain ou San, vous me direz si je me trompe. Mais en fait, on a continué à vacciner les agnelles jusqu'en 2023, c'est-à-dire, ça correspond exactement à ce qui a été dit tout à l'heure, pendant 5 ans après l'épisode de 2017-2018. Et ensuite, en termes de zoonose, c'est ce qui a été dit par Christine tout à l'heure, c'est effectivement le fait de bien préciser que c'est vraiment une contamination par les aérosols, et donc des précisions sur les manipulations et les interventions au niveau obstétrique et agnelage. Et surtout, bon, le port du masque n'avait pas été obligatoire à l'époque, mais a été fortement conseillé pour les gens. Et puis, la dernière chose qui avait été faite en lien avec l'école Veto et avec Shelcher de l'école Veto, c'était d'informer, ça vous l'avez bien dit, mais d'informer tout le monde pour qu'éventuellement certains salariés ou certains enseignants puissent exercer leur droit de retrait dans le cadre de cette maladie, où au début, on ne savait pas trop où on allait. On a eu d'autres exemples sur d'autres lycées agricoles de départements voisins, où effectivement, il y a eu aussi des cas humains. Du coup, l'idée, c'était vraiment de limiter cette contamination aux salariés et surtout aux jeunes, aux élèves. Oui, pardon. Juste le droit de retrait, c'est vrai qu'un élève qui n'aurait pas voulu descendre en TP n'aurait pas été obligé de le faire. Je crois que là aussi, c'était clair. Et on n'a jamais très clair eu... dès le début, oui. Ouais, et de retour de parents qui, pareil, on aurait pu avoir de retour de parents en nous disant je ne veux pas que mon enfant fasse les TP sur l'exploitation. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé, mais je pense que le fait d'avoir été transparent dès le début, d'avoir expliqué clairement, on a limité l'impact sur les élèves et les parents. Tout à fait. Bon, bah, écoutez, merci à vous 4 de vos interventions. Et pour bien respecter le timing, on va s'arrêter là au niveau de votre intervention et les questions vont sans doute prendre le relais. Tout à fait. Merci pour cette intervention et cet éclairage et la façon très professionnelle dont tout ça a été géré, vraiment en bonne communication. C'est vraiment très, très instructif. Est-ce que du coup, Hortense, on a par rapport à cette présentation des questions spécifiques? Oui, et par rapport à la vaccination, Saint-Afrique, que s'est-il passé dans les années suivantes, après 2023? Alors après 2023, donc pour les raisons principalement économiques, on a cessé de vacciner fièvre Q. Pour autant, c'est dans notre mémoire et c'est une maladie qu'on surveille quand même de près, sinon un doute aujourd'hui. Après, il y a eu aussi, on avait fait des formations en tant qu'enseignant où le vaccin qui combinait fièvre Q et chlamydiose était remis en question sur l'efficacité. En fait, il aurait mieux valu. Alors là, les taux, vous allez m'écrire, mais qu'il va mieux vacciner fièvre Q à part et chlamydiose à part, que le Clamivax, notamment, il était moins efficace que de faire. Oui, l'ancien vaccin, de toute façon, n'est plus disponible depuis très longtemps. Donc, je pense que vous aviez fait déjà la primo-vaccination, enfin, de ce que je vois sur vos diapositives, avec déjà le vaccin même et qui est efficace. Et voilà. En 2017-2018, le vaccin qui combinait chlamydiose et fièvre Q n'était déjà plus disponible, en fait. Donc, c'est un vaccin qui était plutôt ancien. Je ne sais pas, je me demande 2017-2018 si on n'était pas encore sur le Clamivax. Non, Christine. Non, on a vacciné Coxevac dès le départ de la crise. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. Non, je parlais d'avant la crise, pas après. Il y a une deuxième question. La fièvre Q salariée a-t-il été pris en charge comme une maladie professionnelle par la CPAM ou la MSA? Non, le salarié, en fait, j'en parle parce que c'est mon conjoint qui est hébergé. Donc non, on n'avait pas fait de demande. En fait, il a eu les symptômes de fièvre grippaux un peu au mois de septembre. Et donc, c'est à force de rechercher
où on a demandé une analyse fièvre-Q parce que c'est pas la première chose qui vient au labo, hein, en fait, en analyse. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des anticorps, mais des anticorps anciens. Donc, voilà, on n'a pas fait la démarche de demander si c'était une maladie professionnelle, enfin, de le faire passer comme maladie professionnelle, quoi, en fait. Non. En tout cas, là-dessus, si je peux rebondir, on se rend compte quand même en discutant, on a fait pas mal d'études, hein, que ce soit au niveau français ou européen, sur la perception et les connaissances des médecins, hein, vis-à-vis de cette maladie. C'est très hétérogène. Et en fait, il y a des fois pas mal de suspicions qui viennent même plutôt de la part ou des vétérinaires, ou en tout cas le vétérinaire conseille à ses clients de demander à son médecin éventuellement d'avoir une prescription pour cette analyse. Donc, je pense que voilà, la sensibilisation des personnes à risque est vraiment extrêmement importante parce que du coup, c'est souvent une maladie auquel les médecins ne pensent pas ou peu, hein, tant qu'ils n'y ont pas été confrontés. Tout à fait. Est-ce qu'on aurait une dernière question, Hortense, avant de passer à l'intervention des collègues du lycée de Mel? Non, c'est tout pour l'instant. Ok, super. Et du coup, je vous propose qu'on passe à la troisième partie du coup avec les collègues du lycée de Mel. Est-ce que Madame Varigné, vous voulez introduire également l'intervention des collègues du lycée de Mel? Non, non, c'est pas, on n'a pas préparé les choses comme ça. Je les laisse se débrouiller tout seuls. Sans problème. Donc, avec Émilie Bonneau-Wimmer et puis Guillaume Pelletier, donc en fait, on avait effectivement, lors de la construction de ce webinaire, discuté de l'intérêt que Mel puisse présenter là, plutôt comment ils se servent de cette maladie-là, quelque part pour, j'allais dire, animer vos besoins et vos envies peut-être d'enseignement vis-à-vis des maladies en général, des zoonoses en particulier et de la fièvre Q. Donc, je vous passe les diapositives et vous me dites quand vous voulez passer à la suivante. Oui, très bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Émilie Bonneau, je suis enseignante en zootechnie, en production animale sur essentiellement du BTS production animale, métier de l'élevage. Et un petit peu des lycéens sur une option qu'on a sur Mel en Caprin. Et Guillaume? Et donc moi, Guillaume Pelletier, donc enseignant aussi en production animale, où j'interviens donc en BTS métier de l'élevage, en bac pro CGEA et sur l'option professionnelle Caprine avec Émilie. Donc, on va vous présenter des séquences ou des séances pédagogiques qu'on a mises en place. Donc, pour ma part, plutôt avec des étudiants au travers de travaux pratiques et puis de champs pluridisciplinaires où j'ai eu la possibilité de faire intervenir des personnes de l'INRAE dans nos BTS. Et puis, Guillaume plutôt sur la partie bac pro. Je vous laisse passer la diapo. Merci bien. Donc, sur ces diapositives, à chaque fois, nous avons repris en fait les capacités qui sont attendues selon les diplômes. Donc, sur la partie production animale, donc moi, j'interviens essentiellement en lien avec le module M55 sur les manipulations, interventions, appréciations sur les animaux d'élevage. Donc, pour rappel, ou pour information sur l'exploitation du lycée de Mel, on a en moyenne 300 chèvres laitières, à peu près 200 brebis et aujourd'hui 35 vaches allaitantes avec un système conduit en agriculture biologique depuis 2 ans. Donc, pour remettre un petit peu ces éléments de contexte, donc les TP sont réalisés en BTS production animale sur la première année ou maintenant aussi sur les BTS métiers de l'élevage en première année. Donc, on réalise tous les ans une vaccination fièvre Q. Donc, nous, on a eu des épisodes en 2015. Et donc, ça fait 10 ans qu'on vaccine. On vaccine tous les ans nos chevrettes. Quand je réalise la séance de TP, je rappelle toujours ce petit historique de l'exploitation. Donc, l'épisode d'avortement assez important qui nous a conduit à faire des analyses et donc à identifier la problématique de fièvre Q. Sur le territoire, il y a eu des enquêtes. On est en département de Deux-Sèvres, un fort département caprin. On a vu que les élevages caprins sont très touchés et on retrouve une étude qui avait été faite par l'Observatoire des maladies caprines où il y a une prévalence entre 40 et 80%, ce qui correspond tout à l'heure à ce qui nous a été dit sur les 2 tiers d'élevage impacté. Donc,
on est dedans. En plus de ça, il y a eu donc un fort épisode sur la population en 2017 qui a impacté des citoyens sur le département. Et donc, voilà, ça reste une problématique du territoire. Et je rappelle également qu'on est en accueil public puisqu'on reçoit à la fois nos apprenants, mais aussi on ouvre nos visites à des extérieurs, que ça soit du grand public ou des professionnels qui viennent faire des formations sur notre exploitation. À l'occasion des TP, c'est toujours la bonne occasion de rappeler les règles de biosécurité qui sont, je pense, primordiales et qu'il ne faut absolument pas négliger. Aujourd'hui, on parle de fièvre Q, mais il y a plein d'autres pathologies qui peuvent se transmettre. Tout à l'heure, les collègues de Saint-Afrique parlaient des équipements spécifiques aux exploitations, éviter de transmettre chez les parents, chez les maîtres d'apprentissage ou de stage. Ça, je pense qu'il faut que tous les enseignants, formateurs, on l'ait bien en tête. Donc, rappeler le port de gants, les personnes à risque. On n'en a pas parlé, mais les personnes asthmatiques, moi, j'ai un élève qui avait des troubles asthmatiformes et qui, du coup, s'est retrouvé hospitalisé de façon assez grave, en fait, suite à un épisode de fièvre Q chez ses maîtres de stage. Les rappels lors des MISBA, donc ça, c'est l'occasion d'en parler. Et puis après, la séance de TP, elle se déroule comme une séance de TP classique, j'ai envie de dire. On isole les animaux, on fait donc une vaccination à 4 mois d'âge avec un rappel. Dans la mesure du possible, on essaye de faire une classe fait la primo-vaccination et une autre classe fait le rappel, de façon à sensibiliser un maximum de jeunes. Voilà. Donc, la vaccination, juste la diapo suivante pour mettre la petite phrase en plus, c'est... Ah non, non c'est celle-là, il y en a une entre deux, je pense, juste. Ouais, voilà, super. C'est un thème, j'avais mis, qui est facilement transposable sur d'autres exploitations. Je pense malheureusement qu'il y a beaucoup d'exploitations de lycées agricoles qui sont impactées par la fièvre Q ou par d'autres zoonoses, ou en tout cas, voilà, c'est lors de chantier de vaccination, on peut aussi rappeler qu'il y a d'autres pathologies qui existent, même si on fait une vaccination, je ne sais pas moi, entéro, où il y a peu d'enjeux, mais sur d'autres choses, on peut, ou paratuberculose, ou enfin, si on a des chantiers paratub par les vétérinaires, on peut en profiter pour parler de la fièvre Q et il ne faut surtout pas se gêner, je pense. Une autre situation dans laquelle les jeunes ont pu être sensibilisés, donc où là, en fait, c'était davantage en lien avec le module de zootechnie générale M54 et sur plutôt l'approche, donc respect de la réglementation, santé, sécurité, bien-être, avec une approche un peu One Health finalement, avec sur les différentes santé qu'on peut avoir. C'était un petit peu l'idée de ce dispositif. En fait, sur le territoire de Sévrien, je vous ai dit tout à l'heure, s'est tenu un gros épisode de fièvre Q en 2017. Suite à ça, il y a des épidémiologistes, notamment d'INRAE, qui ont souhaité travailler avec des sociologues pour comprendre en fait les interrelations entre la santé humaine et la santé animale. Et il y a un dispositif qui s'appelle ZooJeu qui a été mis en place de façon à sensibiliser à la fois les professionnels de l'élevage, les professionnels de la santé humaine, mais aussi toute la partie, on va dire, institutions décisionnaires, les élus, les gens du grand public, les consommateurs, etc., à cette problématique de zoonose en se servant de la fièvre Q. Donc, ils ont élaboré un jeu qui s'appelle ZooJeu. Vous avez la photo du dispositif sur votre gauche. Donc, ça, c'est pas un jeu qui est facilement transportable parce que ça prend pas mal de place. Mais bon, ça reprend un peu l'idée. On est sur un territoire, on est dans un élevage, donc le principe, donc pour remettre juste dans le contexte, donc nos jeunes de BTS production animale,
avec des collègues de zootechnie, de essais, de documentation qui étaient volontaires pour faire partie du dispositif. On a banalisé une journée au centre d'établissement. Donc, le directeur de l'exploitation a présenté l'exploitation, donc ses différentes caractéristiques, et ça donnait le départ du jeu. Et donc, l'idée, c'est de faire prendre conscience aux apprenants qu'il y a des différents acteurs qui peuvent intervenir de près ou de loin sur l'exploitation. Donc, au départ, tout se passe bien et à un moment donné, arrive un événement, donc en l'occurrence, Coxiella burnetii. Et la démarche, c'est de se dire comment, du coup, la question posée aux jeunes, je veux dire plutôt sous cette forme-là, c'est la maladie arrive, on la décèle, quelles sont les décisions, les orientations que vous allez prendre? Et donc, les jeunes ont construit une démarche, comment j'avertis les apprenants, comment j'avertis les professionnels qui sont autour de nous, etc. Et quand ils avaient des questions, on va dire, d'ordre scientifique, il y avait la vétérinaire Inrae qui était présente, qui pouvait y répondre. Et puis l'idée, c'était de comprendre quelles étaient les démarches, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et éventuellement, qu'est-ce qui manquait aujourd'hui sur le territoire français pour faire que une zoonose soit prise en considération, à la fois en santé humaine et en santé animale. Et donc, l'idée, l'objectif de la séance, c'était donc de mettre en exercice les étudiants en tant qu'acteurs de santé communautaire dans un territoire, de aussi rééquilibrer, voire symétriser ce qu'on appelle la relation enseignant-apprenant, c'est-à-dire que finalement, on était tous au même niveau et comment chacun pouvait évoluer, parce que finalement, les enseignants, on avait fait 2 tables de jeu et on était répartis en zootechniciens partout et doc et ESC répartis aussi sur des tables séparées. Ça permettait aussi de faire prendre conscience des enjeux de santé publique se rapportant à l'élevage, faire prendre conscience que l'élevage a une incidence sur la santé publique, mais aussi parfois l'inverse. On continue le travail avec eux aujourd'hui avec des gens de l'ARS notamment. Et on se rend compte, à travers de tables d'échange, des fois que finalement, les médecins connaissent peu, vous l'avez dit, connaissent peu les zoonoses. Et c'est faire prendre conscience à nos apprenants que c'est important qu'ils connaissent les zoonoses et qu'ils soient aussi capables de dire parfois à leur médecin, là, c'est probablement telle maladie que j'ai contractée. Et puis l'idée finale de l'objectif, c'était de définir l'action sanitaire à mener dans un élevage confronté à la fièvre Q et de façon collective avec la vision de chacun. Donc là, l'idée, c'est nous, sur MEL, on a 3 filières, les BTS Anabiotech, les GPN et les métiers d'élevage. Et donc là, je continue de travailler avec les porteurs de ce projet-là pour essayer de faire un outil où toutes les filières vont être mobilisées parce que en analyse et biotechnologie, ils ont un rôle à jouer sur la partie plutôt analyse. Sur la partie gestion et protection de la nature, il y a toute l'empreinte faune sauvage. Et puis, au-delà de tout ça, il y a le fait d'être juste citoyen. Et donc, on est impacté par cette zoonose. Voilà. Je répondrai à d'autres questions s'il y en a, mais voilà un peu l'idée de ce projet-là. Je laisse la place à Guillaume. Merci. Et donc moi, pour ma partie, donc moi c'est une séance un peu sur les bacs pro, donc CGEA, sur une classe donc de terminale, où j'interviens donc sur l'intégralité de la zootechnie avec donc les 2 modules MP4 et puis le MP5. Donc comme l'a dit Émilie tout à l'heure, on est beaucoup à intervenir sur l'exploitation, notamment sur la partie caprine. Et donc, j'ai une séance un petit peu vaccination, donc soit le primo, soit le rappel en fonction des années et de notre organisation en interne. Donc, l'objectif de ces TP avec eux, c'est déjà tout ce qui est hygiène et biosécurité lorsque on arrive en TP et puis de les sensibiliser un petit peu aussi à tout ce qui est maladie, normalement en zoonotique aussi.
Donc, à travers cette épée, il y a l'apprentissage et la lecture d'une RCP, puisque ces jeunes sont plus ou moins destinés à arrêter après la terminale et s'installer pour certains à court, moyen ou long terme. Pour d'autres, ça sera une poursuite d'études. Mais voilà, c'est des bacs professionnels. Donc, à la sortie de ce diplôme, pour certains, ça sera une installation. Donc, il faut qu'ils soient sensibilisés à la lecture d'une RCP, quel que soit le produit utilisé. Là, en l'occurrence, c'est un vaccin. Et puis choisir ses équipements, puisque voilà, on est sous des injections en sous-cutané, donc il y a tout un choix de seringues ou d'aiguilles, que ce qu'on peut utiliser, que ce qu'on ne peut pas utiliser, pour être sûr de ne pas rater l'injection et de casser un petit peu le protocole de vaccination au sein du troupeau. Et puis après, donc, toute l'organisation et l'intervention sur donc à peu près 1h30 de pratique. Où sur cette séance, je leur demande de compter le nombre de vaccinations qu'ils ont réalisées sur la durée du TP, de la mise en place au rangement. Et puis derrière, ces informations-là, je les reprends en cours, en salle, en classe entière, pour un petit peu une mise en situation. Donc cette mise en situation, je la fais donc avec l'intégralité du groupe classe. Et donc là, je mets les élèves, je fais 5 groupes. Je les mets en situation que la fièvre Q est donc au lycée, c'est bien cette maladie qui touche le troupeau. Donc 5 groupes, et je leur donne donc les 5 axes de la biosécurité. Donc un axe par groupe, et dans chaque groupe, donc on définit un directeur d'exploitation, et puis les autres prennent le rôle d'un salarié ou d'un enseignant. Et puis, ils ont donc des pistes d'action à réfléchir en fonction de l'axe de la biosécurité, dans l'objectif de sensibiliser à cette zoonose. Tout ça dans le but, voilà, on est un lycée agricole, on a cette zoonose qui est présente sur l'établissement, que ce qu'on fait, que ce qu'on peut mettre en place pour protéger les personnes qui interviennent sur l'exploitation, mais aussi celles qui habitent aux alentours, puisque voilà, cette maladie est une maladie qui se transmet par inhalation. Donc, comment on fait? Et ça permet également de voir un petit peu ce que pourraient mettre en place des jeunes qui sortiraient de formation sur une exploitation dans le cas d'un épisode de fièvre Q. À l'issue de ce travail de groupe en recherche, où j'accorde à peu près 2 bonnes séances de 2 heures, on met en commun et on construit donc la notion de biosécurité au niveau de la fièvre Q, avec donc une présentation par groupe de chaque axe, et puis on apporte et on développe, on échange sur le pourquoi du comment proposer ces pistes d'amélioration. Dans un deuxième temps, il y a toute une partie analyse de la situation avec un impact économique et technique pour sensibiliser à la vaccination. Donc ça passe par un apport un petit peu de connaissances, où là on réalise un schéma d'apparition de la maladie avec donc les principaux réservoirs qui détiennent l'agent pathogène, ses modes de transmission, comment on peut détecter la maladie, et puis notamment les facteurs de risque, et derrière, comment on va gérer cette maladie. Et donc, cette gestion de la maladie par un mode de prévention principal qui est celui de la vaccination. Je reviens avec mes jeunes ici sur, voilà, je vaccine mon troupeau, je vaccine pas mon troupeau. Donc, d'un côté, des incidences techniques, des incidences économiques. L'objectif, c'est de leur faire prendre conscience que voilà, mon troupeau est touché à 75% d'avortements. Donc, on essaye de chiffrer un petit peu toute cette perte économique, toute cette production laitière qui n'aura pas lieu quand nos chèvres sont en phase de tarissement, et donc ne repartiront pas en lactation, ou nos chevrettes qui étaient gestantes et qui avortent avant la mise bas, et donc des coûts d'élevage de la chevrette qu'on a élevé pendant 1 an, qui ne rentreront pas en production au bout de cette année-là. Et puis, on calcule justement à l'issue de ce TP l'incidence TP, puisqu'ils se rendent compte que, oui, forcément, quand on est 12 élèves à vacciner, ça va hyper vite. Le lot de chevrettes, 100 chevrettes, elles sont très vite vaccinées. Et quand on est tout seul, ça va beaucoup moins vite. Et donc là, c'est de leur faire prendre conscience que même si on est tout seul, ou 2, ou 3, en fonction de la taille des exploitations,
que ça a certes une incidence économique, la vaccination, mais c'est, on va dire, une richesse aujourd'hui et qui nous permet de minimiser les avortements et des pertes économiques sur la production laitière. Parce que des fois, nos jeunes n'ont pas cette vision de se dire, bah oui, ça coûte cher le vaccin, c'est cher, c'est du temps. Mais généralement, à la fin de cet exercice-là, ils se rendent vite compte que oui, c'est peut-être cher, mais vis-à-vis de la perte économique engendrée par le manque de production laitière et des animaux improductifs qui nous restent au final un petit peu sur les bras, qui vont pouvoir aussi modifier toute une conduite de troupeau. En fait, cet investissement, hein, puisque la vaccination, ça reste un investissement, en fait, il est dérisoire et il est vraiment primordial. Et donc, tout ça, l'objectif, c'est à travers de cette séance de TP et de cette partie de cours, de pouvoir sensibiliser donc, nos élèves en bac pro, CGEA, mais dans d'autres formations également, de l'importance de la vaccination. Et comme l'a dit tout à l'heure Émilie, que ça soit sur la fièvre Q ou sur une autre maladie, c'est facilement transposable, puisque donc ça, c'est appliqué à la fièvre Q. Et puis derrière, moi, je l'applique sur un autre cas, dans le cadre d'un module conduite bovin-viande, avec eux aussi, où là, c'est pareil, ils refont la même démarche pour justement leur montrer que cette vaccination, elle peut aussi, encore une fois, avoir de l'importance et que c'est aujourd'hui un acte primordial et indispensable quand on est dans une région telle que la nôtre avec de la fièvre Q quasi présente dans tous les élevages caprins. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je trouve que c'est vraiment incroyable comme ça finalement de faire d'une une menace, quoi, en fait, une opportunité d'enseignement en abordant tous les aspects que vous avez indiqués. Je trouve que c'est vraiment super. Félicitations pour ça. Est-ce que Hortense, du coup, on a des questions pour Oui, des questions, remarques. Oui. Sur la filière viande, n'est-elle pas moins motivée pour réaliser des analyses lors d'avortements et des vaccins de la filière lait? Le retour sur investissement en ovins viande n'est-il pas moins évident qu'en ovins lait? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, mais en fait, c'est probable que, en effet, en filière viande, on se rende moins compte de l'incidence. Après, comme disait Guillaume, c'est important, je pense, par rapport aux apprenants, de faire calculer ce coût de manque à gagner, quoi, d'un avortement. La base, elle est là. On ne peut pas toujours remettre à la reproduction des animaux, d'autant plus quand ils sont saisonnés. Donc, Faut pas oublier que c'est une zoonose. Hein. Il n'y a oui, pas que oui l'aspect aussi. économique Ouais. et rentabilité, il y a l'aspect zoonotique qui est vraiment hyper important. Oui. Et quand il y a eu les cas sur Chamonix à l'époque, c'était que des ovins viande qui ont contaminé un paquet de gens. Hein. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'en fait, je trouve que ce qui est très intéressant dans l'approche que vous avez, c'est de bien faire raisonner les étudiants avec les coûts et les pertes. Donc, et les pertes, c'est souvent quelque chose effectivement qui est difficile à estimer, des fois faute d'études ou faute d'animaux qui sont au même stade, etc. Mais là, comme vous le dites justement, le fait que ce soit saisonné fait qu'effectivement le côté assurantiel de la vaccination est encore plus intéressant. Et donc, du coup, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ce genre de webinaire pour du partage d'expérience, pour que du coup, des gens qui auraient des troupeaux ovins de taille conséquente, etc., puissent expérimenter. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai, c'est que par là où on est, on a pas mal de troupeaux caprins laitiers. Bon, les éleveurs qui ont expérimenté une année, une vague d'avortements en fièvre Q avec 60-70% de la bande qui a avorté, généralement, sont pas trop durs à convaincre. En ovin viande, c'est plus effectivement la disponibilité des données, mais quand on comprend que aujourd'hui, vu les habitudes aussi des Français, le revenu, il est principalement sur la vente d'agneaux, bon, bah, du coup, qui dit avortement dit pas d'agneau. Donc, en fait, c'est pas si compliqué que ça d'arriver à estimer économiquement. Mais là où je rebondis beaucoup et avec force sur ce que vous avez dit, Guillaume, c'est vraiment assurantiel, en fait, la vaccination, c'est vrai. Et au bout d'un temps, bah, c'est très compliqué ce qu'on espère, finalement, c'est jamais avoir à servir un peu de l'assurance, quoi. Hein. Et donc, c'est toujours un peu compliqué. C'est un pari, quoi. On va dire l'arrêt de la vaccination est un pari, quand même. Hein.
Ça semble, enfin, comme vous l'avez dit, en plus, il y a encore des avortements. Enfin, après, on sait très bien que la souche, elle est présente. Enfin, tout à l'heure, vous disiez tous les indicateurs sur le sud de Sèvres, tous les indicateurs sont là. On est sur de la plaine avec des vents dominants d'ouest. Enfin, on a tout pour bien que ça se propage. C'est impensable aujourd'hui d'arrêter sur notre cheptel. Enfin, Il y a une seconde question sur la suite. Est-ce qu'il y a une ou des suites de prévues suite au test du zoo-jeu? ouais, donc ZooJeu, donc le protocole, enfin le premier projet est arrêté. Pour le moment, il y a une étude intra-INRAE dans laquelle je suis un petit peu impliquée, qui s'appelle Transition ZooJeu, qui est en cours, dont l'objectif est de l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, déposer un projet peut-être casse d'art pour pouvoir justement démultiplier et trouver une suite. C'est encore en construction. Donc oui, il y aura des choses et j'espère bien pouvoir en faire bénéficier l'enseignement agricole. Merci. Il n'y a plus d'autres questions, il y a des commentaires, mais il n'y a plus de questions. Eh ben, merci beaucoup Hortense pour veiller précieusement à toutes les questions qui arrivent. Du coup, je propose qu'on passe à la dernière intervention, donc avec Monique Varigné, avec qui du coup j'ai eu le plaisir de discuter depuis presque une année, pour essayer de construire ce webinaire, et donc avec une intervention, j'allais dire, un peu finale sur l'abord de la santé globale dans les établissements d'enseignement agricole. Donc Madame Varigné, je vous laisse la parole. Merci. Donc oui, je vais présenter l'abord de la santé globale dans le cadre de l'enseignement agricole au nom de l'inspection de l'enseignement agricole. Donc moi, je m'appelle Monique Varigné. Je fais partie d'une équipe de 4 inspecteurs et on est également associés à 2 chargés de mission d'inspection qui nous aident dans l'ensemble des missions qu'on a à conduire. Et la présentation que je vais faire, je la fais en notre nom à nous tous et pas en mon nom personnel. Alors, je vais nous situer dans un cadre un peu global et je vais prendre la position de l'enseignant formateur. Donc, au niveau du contexte de mon activité d'enseignement, le contexte est composé de différents éléments. Bon, il y a les niveaux de formation et les diplômes auxquels je forme. Ça va des fois du CAP au BTS, donc je fais un peu le grand écart. Dans le contexte, il y a aussi le parcours des apprenants qui souvent ne sont pas vierges des thématiques sur lesquelles je travaille, et en particulier ont peut-être déjà des connaissances, une expérience sur la fièvre Q. Il y a le temps dont je dispose pour étudier la problématique fièvre Q qui est mon prétexte là, et ça c'est un élément fort du contexte, le temps dont je dispose. Et puis autre point, c'est que je ne suis pas seule, je travaille dans une équipe, peut-être que des membres de l'équipe parle de la fièvre Q aux apprenants. Il est important que moi je fasse du lien. Et puis je travaille aussi la plupart du temps, en tout cas pour le moins dans l'enseignement agricole public, dans un établissement où il y a une exploitation agricole qui est confrontée ou pas à la fièvre Q. Et puis le dernier point, et ça a été largement évoqué, la problématique fièvre Q, est-elle prégnante dans mon territoire ou pas? Ça peut changer pas mal de choses dans les choix pédagogiques que je vais faire. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Oui, c'est normalement, elle est passée. Ok, merci. Alors, sur le plan un petit peu plus général, mais c'est important que je l'évoque, il y a aussi des éléments sur lesquels je m'engage, sur lesquels je dois m'engager en tant qu'agent de l'État, avec 3 grandes composantes. Première composante, je dois participer à la mise en œuvre des politiques publiques qui sont portées par le ministère de l'Agriculture, du type les transitions, le bien-être animal, et puis des politiques publiques portées par d'autres ministères, et en particulier par le ministère de l'Éducation nationale, comme par exemple les valeurs de la République, l'inclusion. Donc c'est important que je l'ai en tête et puis que je le concrétise. Je dois aussi mettre en œuvre l'approche capacitaire. Alors, ce qui veut dire concrètement, pas d'approche uniquement par les contenus dans ce que je fais, pas non plus trop d'approche par les objectifs, mais une approche dite capacitaire, c'est-à-dire que l'objectif de mon enseignement va consister à placer les apprenants dans des situations concrètes, problématiques, en tension,
qui sont significatives, que je vais faire varier, que je vais diversifier pour que les apprenants maîtrisent des capacités qui sont jugées essentielles, que je ne décide pas moi-même, hein, des capacités, je l'évoquerai tout à l'heure, et maîtrise de ces capacités pour leur développement professionnel et citoyen. J'associerai toujours les deux et par extension, via l'expérience, deviennent compétents. Voilà ce que je dois mettre en œuvre dans le cadre de l'approche capacitaire. Et puis, je dois mettre en œuvre aussi les 6 missions de l'enseignement agricole. Les 5 premières missions de l'enseignement agricole sont anciennes et on les connaît bien dans l'enseignement agricole. Je me permets d'évoquer ce qu'est la 6e mission parce qu'elle a été établie via la promulgation de la loi d'orientation agricole de mai 2025. Donc, elle est récente. Donc, je vais prendre un tout petit peu de temps pour l'aborder. Donc, cette 6e mission, elle indique que les établissements mettent en œuvre toute action qui vise à répondre durablement aux besoins d'emploi nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et les établissements assurent le développement des connaissances, des compétences en matière de transition climatique et environnementale. Donc, cet engagement, il est important et il faut que je veille à ne pas le mettre en œuvre simplement lors d'événements emblématiques, mais au quotidien, lors de mes enseignements. Diapo suivante. Alors, de mon côté, je me fixe aussi des objectifs. Premier élément, je dirais, c'est un peu comme une médaille avec une double facette. Je dois assurer, en tant que zootechnicien du moins, la formation professionnelle des apprenants et aussi leur formation citoyenne, sachant que la formation citoyenne, elle n'est pas du seul registre de certains enseignants, elle est du registre de toute la communauté éducative et j'y participe moi aussi. Et j'aborderai cet ensemble au sein d'un triptyque. Je vais tout mettre en œuvre pour que la formation soit réussie, c'est-à-dire qu'elle ait du sens. Je vais tout mettre en œuvre pour que les apprenants obtiennent leur diplôme. C'est un indicateur social fort, hein, l'obtention du diplôme, un indicateur social et professionnel, mais c'est loin d'être le seul. Hein. Et puis, il y a un autre aspect très, très important, c'est que je dois tout mettre en œuvre pour développer le pouvoir d'agir des apprenants, c'est-à-dire qu'ils soient véritablement acteurs de leur formation et pas uniquement le réceptacle de connaissances, ni même de savoir-faire qui serait peu mobilisable sur le plan professionnel. Je dois aussi mettre en œuvre le fait qu'ils développent, chacun à leur mesure bien sûr, hein, un sens critique, une approche réflexive sur leur pratique, chacun à leur niveau. Ce sera essentiel pour leur futur professionnel et citoyen. Et tout ça, ça s'apprend, ça se décrète pas, ça se vit au quotidien dans le cadre de nos enseignements. Diapo suivante. Merci. Alors, bien évidemment, heureusement, j'ai des leviers d'action, j'en évoque quelques-uns, il y en aurait peut-être d'autres. J'ai des ressources personnelles, j'ai mes connaissances sur la fièvre Q, j'ai des compétences en termes de scénarisation pédagogique, en termes d'ingénierie pédagogique. Autre levier que je dois essayer de mobiliser aussi souvent que possible, c'est l'expérience des élèves au travers de ce qu'ils font en stage, dans leurs autres enseignements, leur vécu personnel. Et ça va jouer un rôle positif dans le fait de donner du sens aux enseignements. Il y a aussi, dans les leviers dont je dispose, une diversité de mises en situation possible. Je peux faire des cours, des TP, travailler avec l'exploitation, participer aux stages collectifs, faire de la plurie, etc. J'ai aussi une diversité d'outils de mise en activité, tout plus innovants les uns que les autres. Des jeux de rôle, des jeux sérieux, du Q-Sort, de l'instruction au sosie, etc., etc. Je n'en évoque que quelques-uns. Et puis, j'ai aussi des ressources externes, type par exemple le site du comité Fièvre Q, qui effectivement dispose de fiches excellentes et qui vont m'être très utiles en tant qu'enseignant. Je peux avoir un partenariat un petit peu privilégié avec le GDS du département, avec le vétérinaire sanitaire, etc. Vous voyez que les leviers sont relativement nombreux. Je pointerai simplement le fait qu'une petite mise en garde, c'est de ne pas tomber dans le piège de la gadgetisation qui se traduit parfois par des choix didactiques et pédagogiques avec une entrée par l'outil et pas par la situation de travail ou la situation professionnelle. C'est bien l'approche par la situation de travail qu'il faut privilégier
et je vais essayer de le démontrer par la suite. Diapo suivante. Alors, je vais prendre le cas de comment appréhender l'enseignement de la fièvre Q en CAP, métier de l'agriculture. Alors, j'ai fait le choix de cette formation parce qu'elle est assez peu souvent mise en avant, et pour autant, les effectifs de ces classes sont nombreux, d'une part, et d'autre part, c'est le type de classe, le type de formation qui nécessite une ingéniosité didactique et pédagogique forte pour que la formation soit réussie. Et bien, dans le cadre du CAP métier de l'agriculture en particulier, mais on verra que ce n'est pas le seul cas, je vais mettre en œuvre ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Alors, l'alignement pédagogique, en fait, c'est basé sur le fait que, dans un premier temps, je vais déjà regarder dans le référentiel de diplôme de la formation ce qu'il est dit dans le référentiel d'activité ou référentiel professionnel pour les diplômes non rénovés récemment. Ensuite, prendre connaissance des capacités qui sont visées et qui me concernent directement. Et dans un troisième temps seulement, je vais me préoccuper de la mise en œuvre de la formation. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Oui, elle y est, normalement. Ah, d'accord, ok, excusez-moi, c'est un petit peu lent peut-être. Alors, du coup, comment ça se traduit? Donc, au niveau du référentiel d'activité, alors, je vais très vite, hein, parce que l'objet n'est pas de le présenter dans le détail, hein, ça ne peut pas être l'objet de l'ensemble du webinaire, il me faudrait 2-3 webinaires pour ça. Donc, je vais voir dans ce qu'on appelle la fiche descriptive d'activité, ce qui peut concerner la thématique sur laquelle je veux travailler, fièvre Q. Il y a deux familles d'activités là qui me semblent intéressantes. La famille d'activités qui s'intitule « Organisation du travail », où il est dit que le professionnel qui dispose d'un diplôme du type CAP métier de l'agriculture, hein, et ben, en tant que professionnel, il prend connaissance des consignes. Il organise son travail en fonction des tâches à effectuer, il prépare les équipements de protection individuelle. Au niveau de la famille, suivi sanitaire des animaux dont je n'ai pris qu'un extrait, et je vais évoquer que quelques éléments, en tant que professionnel, il repère les anomalies, il participe au diagnostic par l'examen de l'animal malade, il déplace, il contient les animaux, il enregistre les interventions, etc. Et puis il y a un autre élément important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les situations professionnelles significatives, que là encore, je ne prends pas le temps de définir ici. Hein. Dans le cas présent, il y en a 4 qui m'intéressent, parce que elles sont directement liées à ce que je pourrais faire au niveau de la fièvre Q. Donc ces CSPS sont repérage des anomalies, signalement des anomalies, après observation des animaux, etc., enregistrement et transmission des données, manipulation et intervention des animaux. Ces éléments-là du référentiel d'activité vont déjà être des piliers des choix pédagogiques que je vais faire après. Diapo suivante. Je déroule donc tranquillement, doucement mais sûrement, les marches de la mise en œuvre de l'aliment pédagogique en me dirigeant maintenant vers le référentiel de compétences et d'évaluation, donc qui va permettre de pointer les capacités visées. Dans le cas présent, il y a une seule capacité visée, qui s'intitule « Réaliser des observations, interventions et soins courants sur les animaux » qui, dans le cadre du CAP en formation initiale scolaire, hein, je ne prends pas le cas du CAP en unité capitalisable, bah, manifestement, elle est évaluée au travers d'une épreuve terminale et qui se déroule de la façon suivante. C'est une épreuve orale d'explicitation de pratiques professionnelles qui s'appuie sur des fiches. Il est fondamental, en tant que formateur, en tant qu'enseignant, que je m'approprie bien cette capacité et ses modalités d'évaluation pour y préparer les apprenants sur le long cours, lors des séances quotidiennes que je fais avec eux, sans pour autant sombrer dans du bachotage. Donc, il est important que je forme les jeunes à réaliser des observations. Et la capacité, elle s'appelle réaliser des observations. Ils doivent donc être placés dans l'action. Ils devront ensuite relater l'action. Et ils seront interrogés sur l'action. Et bien, il faut les préparer à tout ça, sur le plan scolaire et professionnel, je dirais. Diapo suivante.
Et donc, c'est simplement, dans un dernier temps, vous voyez, après les 2 étapes précédentes, que je me plonge dans ce que dit le référentiel de formation. Alors, le référentiel de formation, il me dit qu'il existe en CAP un stage collectif qui s'intitule « Éducation à la santé, à la sécurité, au développement durable » et que ce temps peut permettre d'aborder aussi la santé et la sécurité au travail. Il ne serait pas du tout anormal de parler de fièvre Q dans le cadre de ce stage collectif. C'est peut-être pas moi, zootechnicien, qui vais le faire. Peut-être que ce sera un collègue. Il sera essentiel que moi, après, dans mes enseignements, je fasse du lien avec ce qui aura pu être fait lors de ce stage collectif, ou même que je participe indirectement à son élaboration. Et puis, il y a le module de formation directement concerné, bon, qui s'appelle le module professionnel 3.2, là, dont l'objectif général est intitulé de la façon suivante: à partir des consignes données, mettre en œuvre des opérations relatives à la conduite d'une production animale, etc. Et dont les conditions d'atteinte, alors là il est écrit conditions d'atteinte des objectifs, on parlerait plutôt maintenant conditions d'atteinte des capacités dans les référentiels nouvellement rénovés. On nous dit ce module permet à l'apprenant d'acquérir des savoir-faire et des savoir-être nécessaires à la mise en œuvre des opérations techniques. Il doit savoir s'adapter à des conditions d'exercice spécifiques. Je dois donc le mettre dans des conditions d'exercice spécifiques et éventuellement changeantes. Donc, il doit être capable de s'adapter à des conditions d'exercice spécifiques de façon organisée et autonome, tout en rendant compte. Et bien là, vous voyez, avec cet alignement pédagogique, j'ai tout pour mettre en œuvre mon enseignement. Diapo suivante. Je vous donne un petit exemple, mais ce n'est qu'un exemple hein, d'un scénario pédagogique possible en CAP. Je me fixerai 2 objectifs. L'objectif repérage de l'état de santé, participation à la vaccination d'un lot d'animaux, et je vais détailler un tout petit peu l'aspect repérage de l'état de santé. On pourrait ensemble commencer par un cours où on verrait, alors bien au niveau CAP bien sûr, hein, l'importance du suivi sanitaire en élevage, pour qu'après moi en tant que salarié je comprenne bien que c'est important, que j'observe, que je rende compte, etc. Et puis on pourrait préparer la recherche d'informations sur le lieu de stage, faire ensuite une séance de TP sur les bases de la manipulation des animaux et les règles de sécurité en élevage. Ensuite sur l'exploitation de stage, que les jeunes échangent avec leur maître de stage pour prendre connaissance des maladies, faire simplement la liste des maladies sur lesquelles une vigilance est opérée dans l'élevage, celles qui ont été rencontrées, comment mon maître de stage gère les avortements, même si je ne comprends pas forcément les informations. Hein. Je reviens avec ces informations en tant qu'élève. Ensuite, on fait une mise en commun en classe. On va éventuellement le classer, voir que là-dedans, il y a des maladies un petit peu particulières que sont les zoonoses. Je vais amener les élèves doucement mais sûrement vers les zoonoses, donc peut-être la fièvre Q, apporter quelques bases sur la fièvre Q en lien, là je vais plutôt cibler l'aspect symptômes et pas apporter peut-être plus d'informations que ça. Je vais ensuite à nouveau travailler dans le cadre d'un TP, par exemple, hein, pour repérer l'état de santé, et ensuite travailler en salle sur le rendu compte au patron et le signalement des anomalies éventuelles, faire également un travail d'explicitation de pratique sur le repérage de l'état de santé avec un début de réalisation d'une fiche en appui sur la FDA. Diapo suivante. En fait, dans le scénario que j'ai évoqué là, j'ai vraiment mêlé à la fois des aspects apport de quelques connaissances, appui sur le référentiel métier et préparation à l'épreuve. Donc, il est important en tant qu'enseignant que je me donne un certain nombre de paramètres là et que je vérifie si je les prends en compte ou pas dans le cadre de la préparation de mes séances. Au regard du volet apprenant, que je regarde s'il y a bien une cohérence des choix que je fais avec les capacités et les métiers. Est-ce qu'il y a un lien avec les autres enseignements? Est-ce que je suis bien dans le cadre où je les mets en activité, je développe leur pouvoir d'agir? Est-ce que j'ai le souci de la progressivité des apprentissages? Est-ce que je prépare bien l'évaluation officielle? Est-ce que je permets un ancrage des savoir-faire? Est-ce que je développe aussi des compétences psychosociales, etc. Il y en aurait peut-être d'autres.
Je pense que j'ai évoqué les éléments principaux. Et puis pour moi, enseignant, formateur, c'est important que j'ai le souci d'un travail collaboratif, de tisser du lien avec ce que font les collègues, et puis que j'ai aussi une approche réflexive pour m'améliorer dans mes propres pratiques. Diapo suivante. Je me permets d'indiquer en particulier pour les collègues débutants ou pour ceux d'entre vous qui voudraient un petit peu changer leur façon de faire, qu'il a été publié récemment un cahier d'activité dans le cadre du CAP métier de l'agriculture qui donne à voir des éléments intéressants sur le plan pédagogique et didactique pour préparer à la capacité réalisée des observations, interventions et soins courants sur les animaux. Et il dispose en particulier d'un chapitre qui s'intitule « Je soigne mes animaux » où les enseignantes qui ont participé à l'élaboration de cet ouvrage ont tout fait pour mettre les élèves en activité et que ça ait vraiment du sens et ça peut vous être utile. Diapo suivante. Alors, je passe à un autre aspect, mais je vais aller beaucoup plus vite là. Appréhender l'enseignement de la fièvre Q à l'autre bout. Côté BTS, métier de l'élevage, là, ça va être pareil. Je vais mettre en œuvre l'alignement pédagogique avec ces 3 étapes, exactement de la même façon. Diapo suivante. Donc, je regarde ce qu'il y a dans les FDA, je regarde les SPS qui peuvent me concerner. Alors, au niveau de la FDA, j'en repère 3 qui, je pense, vont m'intéresser. Il y en a une qui s'intitule « Élabore des stratégies de gestion de la santé et du bien-être des animaux, apprécie l'état de santé, informe les éleveurs sur leurs obligations, etc. etc. » Et une seule ESPS, mais pas des moindres, elle s'intitule « Gestion intégrée de la santé animale ». Diapo suivante. Au niveau des capacités, alors là, il n'y en a pas une seule qui est visée, il y en a plusieurs. Donc elles sont nombreuses, il n'est pas question que j'aborde de façon exclusive la fièvre Q dans l'ensemble des capacités si je participe à la préparation de l'ensemble de ces capacités. Il est important que les étudiants disposent au bout du compte d'un portefeuille assez riche de maladies étudiées, mais le principe est le même que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, si ce n'est que les capacités sont plus diversifiées parce que les métiers auxquels on forme en BTS métier de l'élevage sont plus diversifiés, plus complexes que celui en CAP métier de l'agriculture, mais l'exercice, le processus d'ingénierie est exactement le même. Diapo suivante. Et au niveau de ce que je peux aller piocher dans le référentiel de formation, j'ai repéré simplement pour quelques capacités, vous voyez, pas toutes celles que j'ai évoquées tout à l'heure, et dans le référentiel de formation, les endroits où le mot santé est abordé, et ce qui va me permettre de me donner des idées. Alors j'en prends une uniquement à titre d'exemple, par exemple la capacité C7.1, elle s'intitule « Analyser une situation zootechnique » et dans ce cas-là, il est préconisé d'analyser de façon intégrée la santé animale avec quelques pistes de réflexion pour mon enseignement, présentation des mécanismes innés et adaptatifs de l'immunité, appréciation de l'état sanitaire, mise en évidence des caractéristiques spécifiques des pathogènes, etc. Donc tous ces éléments vont me donner des idées pour avoir un enseignement qui soit orienté métier, c'est vraiment important, et que je me disperse pas dans les activités que je vais conduire avec eux, sachant que le temps est compté et est une forte contrainte. Diapo suivante, et j'en ai presque terminé. Alors, je pourrais dire, et la santé globale dans tout ça, au-delà de la seule fièvre Q, puisque c'était l'objet de mon intervention. La santé globale, certes, c'est un concept, mais qu'il faudra rendre concret pour les apprenants, du CAP au BTS, ils sont tous concernés. Hors de question d'exclure le CAP en se disant que c'est trop compliqué pour lui. Et je me permets, je vais prendre le temps, ça ne va pas être long, de rappeler ce qu'est le concept Une seule santé tel qu'il est porté en particulier par l'Institut One Health. Ce concept, il consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes,
et il reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes, de l'environnement en général, y compris les écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Il est sans doute important en tant que formateur que je m'approprie ce concept. Peut-être est-il important également que le BTSA métier de l'élevage se l'approprie également. Il est important que chaque apprenant, quel que soit son niveau de formation, soit formé pour qu'il puisse agir dans son métier, et donc le CAP métier de l'agriculture compris, dans son métier, dans sa vie personnelle, dans sa vie de citoyen, à sa participation positive à la mise en œuvre concrète de ce concept. Donc ça veut dire que moi, en tant que formateur, il faut que je mette tout en œuvre pour que ce concept, une seule santé, ça ne soit pas simplement un concept, ça ne soit pas simplement des mots, des belles intentions. J'ai envie de dire du prêchi-prêcha. Il faut que je mette du concret derrière. Il faut que tous les apprenants comprennent que ce qui se passe dans la cour de la ferme, dans l'établissement, chez le maître de stage, on est tous concernés par une seule santé et qu'il ne faut pas l'aborder de façon uniquement emblématique. Et je l'aborde au travers de la lutte contre les problèmes de résistance aux antiparasitaires chez les ovins, qui fait partie depuis longtemps, on le sait, de la gestion intégrée de la santé, avec trois grands piliers qui sont présentés sur la diapo, là, pour assurer une maîtrise durable du parasitisme grâce à une combinaison de pratiques. C'est en plein dans l'aspect une seule santé, donc au-delà de la fièvre Q, là. Et bien, si je fais un TP avec les CAP, il est hors de question qu'on n'aborde pas ensemble, de façon simple, quels peuvent être l'impact des antiparasitaires qu'on utilise quand on fait le TP, là, de déparasitage, quel peut être l'impact de ces antiparasitaires sur l'environnement, avec nos mots, des mots simples, mais on l'aborde quand même pour sensibiliser les jeunes. Et enfin, diapo suivante et dernière diapo, ce sera la dernière. Je fais une approche un petit peu globale par rapport à, si je regarde en termes de niveau de complexité de l'action dans ce que je fais, entre le CAP et le BTSA, qui embrasse à peu près l'ensemble de l'enseignement agricole technique sur lequel on travaille, vous voyez, je reviens à des éléments que j'ai abordés tout à l'heure en termes d'approche métier. Le CAP, lui, l'objet, c'est de mettre en œuvre et rendre compte. Je vais jusqu'à l'autre bout. Le BTSA, c'est de raisonner les stratégies de conduite, proposer des solutions alternatives et d'accompagner le changement. Sur une thématique donnée, la fièvre Q étant pour moi qu'un prétexte, l'important dans les choix pédagogiques et didactiques que je vais faire, c'est de bien se positionner à la fois par rapport au métier auquel je forme, métier au singulier, parfois au pluriel, et par rapport à la façon dont les capacités qui ont été décidées sont évaluées pour que je prépare correctement les jeunes. Et donc, en termes d'une seule santé, les santés sont liées, n'en forment qu'une. Leurs trois composantes, vous devez les aborder à chaque fois que vous traitez de la santé des animaux d'élevage et pas simplement lors d'événements un petit peu emblématiques, quel que soit le niveau de formation, avec une visée d'approche concrète et opérationnelle, parce que vous formez les professionnels de demain, vous formez les citoyens de demain. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Varigné, pour cette présentation, puis cette illustration finalement de comment on peut s'emparer à travers d'une maladie de nouvelles modalités pédagogiques, et puis la notion d'alignement qui nous est chère dans les écoles, c'est sûr. Et puis je pense que c'est aussi l'opportunité de bien placer ces futurs acteurs de l'élevage dans leur environnement, et notamment le lien qu'ils peuvent avoir avec leurs vétérinaires. Là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais leurs vétérinaires sanitaires. Et notamment pour boucler un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les coûts, les pertes, etc., bien dire que voilà, lors d'avortement, l'intervention du vétérinaire sanitaire, elle est prise en charge par l'État aussi, que ça permet aussi, en discutant avec son vétérinaire, d'élaborer des protocoles de soins pour être effectivement plus sur le préventif que le curatif, et donc d'être bien conscient du réseau effectivement de professionnels avec lesquels on peut interagir. Alors, Hortense, est-ce que du coup on a des questions pour Madame Varigné ou qui rappelleraient des autres interventions? Oui, il y a une question sur est-ce que les enseignants mettent l'approche One Health dans leur programme d'enseignement? Ah ben, j'ai envie de dire, j'espère bien. Et je leur fais confiance.
ils mettent l'approche One Health dans leur enseignement en lien avec les éléments que j'ai abordés. Hein. Ça fait partie des politiques publiques et dans les référentiels, alors en particulier les référentiels nouvellement rénovés, c'est écrit noir sur blanc à plusieurs endroits et je leur fais confiance sur le fait de prendre en compte aussi dans ce qu'ils enseignent des thématiques alors émergente, même si elle est de moins en moins émergente. Je prends l'exemple de ce que nous a présenté Mel tout à l'heure. C'est typiquement un très bel exemple de la prise en compte du One Health dans le cadre de l'enseignement. Oui, tout à fait. Je crois que c'était vraiment l'objectif, un des objectifs qu'on s'était donné. J'espère qu'on l'aura rempli avec ce webinaire. C'est justement de partager aussi des initiatives qui sont localement faites, voilà, par des gens inventifs, ingénieux et qui peut nourrir la réflexion de collègues dans d'autres lycées qui voudraient s'emparer de ces mêmes thématiques. Oui. Hortense, est-ce qu'on aurait encore une question? Il reste une question sur le début du webinaire. En ce qui concerne la maladie, la forme chronique chez l'humain dure-t-elle sur le long terme? Alors oui, en fait, c'est une forme qu'on appelle latente, en fait. Hein, et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une bactérie qui arrive parfois à échapper un peu au système immunitaire. Et donc, pour des gens, par exemple, qui auraient des endocardites, donc des infections des valves, c'est des formes qui vont nécessiter des traitements antibiotiques, parfois, même souvent sur plusieurs mois, hein, des fois jusqu'à 12 à 18 mois de traitement. Et puis, pour les formes de fatigue chronique, justement, on peut avoir effectivement sur certains individus des formes qui peuvent vraiment traîner voilà, plusieurs mois, etc. Donc, ça nécessite un suivi précis avec son médecin. Donc, dans la très grande totalité des cas, c'est asymptomatique ou ça passe très rapidement, mais dans certaines formes latentes, c'est des choses qui peuvent être effectivement assez invalidantes pendant des périodes qui sont effectivement très longues. C'est tout pour les questions. Super. Et du coup, on est exactement dans les temps. En tout cas, moi, je voulais remercier encore une fois Madame Varigné de sa gentillesse dans la co-organisation avec moi. Pour nous, en tout cas, c'était vraiment un objectif de se rapprocher justement de la cible des nouveaux éleveurs. On parle du renouvellement des générations, etc. Et pour nous, c'est vraiment important en tout cas de se rendre disponible, de se faire connaître et de se rendre disponible auprès de tous les acteurs dans les lycées agricoles. Donc, on est en tout cas, nous, très volontaires pour continuer à travailler, à éclairer, à informer. Donc, on espère que ce webinaire aura au moins en partie comblé ce besoin ou répondu à un manque. On reste bien évidemment disponible pour toutes les questions. Généralement, après les tels webinaires, on les met en replay, donc d'ici quelques jours sur le site du comité. Si vous ne l'avez jamais visité, n'hésitez pas à y aller. Vous pourrez comme ça visiter également, en tout cas revoir les premiers webinaires qu'on a faits. Et puis, de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Madame Varigné, je ne sais pas si vous voulez… Je t'interromps juste. Juste une dernière question qui est apparue. Y a-t-il des problèmes d'infertilité décrits chez l'humain en forme latente? Alors, des problèmes d'infertilité, c'est compliqué à dire. En tout cas, de problèmes de fausses couches et de fausses couches à répétition, oui, c'est des cas qui sont décrits chez la femme alors qu'ils sont rares, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Après, l'infertilité au sens où on l'entend chez les animaux d'élevage qui vont être soumis à la reproduction de façon très répétée, on va dire c'est différent en termes de données, mais malheureusement, des femmes qui ont pu avoir des fausses couches à répétition, même si c'est rare, c'est des choses qui sont effectivement décrites dans la littérature. Et vis-à-vis du risque pour la grossesse, je vous invite vraiment à aller sur le site du comité pour voir l'intervention qui avait été dédiée, qui dure une vingtaine de minutes, du professeur Fauché, qui est professeur d'infectiologie à Limoges et qui fait une très bonne synthèse aujourd'hui de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas justement sur les risques pour la grossesse chez la femme. Merci. Est-ce que Madame Varigné, du coup, vous auriez un message de conclusion aussi, côté inspection de l'enseignement agricole? Oui, bien sûr, oui. Donc, en tout cas, je vous remercie, Monsieur Guattéo, pour le chemin qu'on a parcouru ensemble pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, j'invite les collègues enseignants et formateurs qui ne connaissent pas le site du comité Fièvre Q, au moins de le parcourir. Vous verrez qu'il est très pédagogique et il sera facile à utiliser. Il vous sera très utile si vous travaillez sur la fièvre Q, d'une part, et puis d'autre part, je vous invite également, comme l'a dit Monsieur Guattéo, que des partenariats puissent être tissés avec les écoles vétérinaires et en particulier, dans le cas présent, l'école vétérinaire de Nantes. Nous, au niveau de l'inspection de l'enseignement agricole,
on s'emploiera à faciliter les échanges et ça peut toujours être intéressant qu'on ait ce double regard et finalement qu'on se connaisse mieux aussi. Oui, complètement. Et d'ailleurs, enrichissant de travailler ensemble. Absolument. Et d'ailleurs, le dispositif des experts associés qui commence à être déployé, enfin, je sais que nous, dans nos écoles, moi, par exemple, je me suis inscrit sur ce dispositif-là. Donc, vous aurez sans doute la possibilité également, très prochainement, de pouvoir solliciter des gens sur des sujets particuliers. Eh bien, encore une fois, un grand merci à tous pour votre présence. Grand merci, Hortense, d'avoir tout géré aux petits oignons, comme d'habitude, derrière, tout le travail qu'on ne voit pas. Donc, remercier vraiment Hortense Cailleux pour l'aide à l'organisation. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à bientôt pour un prochain webinaire.